vendredi 26 avril. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous, menu aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses où je recevrai deux de nos collaborateurs afin de discuter de différents sujets. À la fin de l'émission, je reçois un membre de l'ASRQ, l'Association des signaleurs de la région du Québec, qui va venir nous expliquer là, tous les dessous de ce que ça représente d'être un signaleur lors d'un Grand Prix, mais surtout lors du Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Il va peut-être même vous tenter, là, vous donner le goût de vous embarquer dans l'aventure et de vivre l'une des meilleures expériences de course qui existent au monde. Mais avant tout, je débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friendsim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité, eh bien, je vous donne ça en mode express car on a un épisode qui est très chargé aujourd'hui. La grosse nouvelle qui a retenu l'attention tout au long de la semaine, c'est que Ferrari sera en bleu à Miami. Oui, vous avez bien compris. Ils seront en bleu afin d'honorer leur histoire, les 70 ans d'histoire de Ferrari en Amérique, de participation à des courses ici. Il y a tout plein d'histoires de rattacher à ça. On honore aussi Ascari qui portait le casque bleu de l'Argentine. On va aussi honorer un nouveau partenariat avec HP, parce que ce qui aura le plus retenu l'attention, malgré le bleu, c'est ce nouveau partenariat qui fait que maintenant, Ferrari joint la grande majorité des écuries qui ont un partenaire titre, dont un nom titre. Donc, c'est un commanditaire qui débourse des montants astronomiques. Cette fois-ci, c'est une entente de 100 millions de dollars qui vient égaliser celle de Oracle avec Red Bull. Et maintenant, l'écurie va s'appeler la Scuderia Ferrari HP. Parce que oui, c'est la compagnie de technologie américaine HP qui va fournir aussi un soutien. De la manière que ça fonctionne en Formule 1, c'est rendu une game aussi. Là, on a un enjeu technologique qui est énorme. C'est pas juste sur les voitures, il y a aussi hors piste. On a des données à protéger, on a des transferts de données. Ça prend des ordinateurs, ça prend des casques d'écoute, ça prend des imprimantes, ça prend tout ça. Fait que HP va tout être capable de les fournir là-dedans. C'est une nouvelle mode. On en voit de plus en plus des géants de la technologie s'associer avec des équipes de Formule 1. Là, ce que ça fait maintenant, c'est qu'il reste que deux seules écuries qui n'ont pas de partenaire titre. Ils n'ont pas vendu un nom. Celui qu'on peut se rappeler là, plus récemment, il y a eu le Visa Cash App qui a retenu beaucoup l'attention avec Racing Bulls. On a aussi eu Stack Kick qui s'est joint à Sauber en attendant de la transition vers Audi. Donc, il ne reste que Williams et McLaren, deux écuries très historiques qui ne se sont pas permis encore de vendre, d'ajouter un nom, un commanditaire à leur nom. Mais là que Ferrari le fait, il l'avait déjà fait il y a quelques années. On a Mercedes qui a Petronas, Red Bull, je vous l'ai dit tantôt, on a Oracle. Fait qu'on se gênera pas, là, c'est une question de temps. McLaren serait déjà en négociation avec Mastercard. Mais ça, c'est un classique. Parce que, je viens de vous le dire, Visa a joint la Formule 1, et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Eh bien, il y a toujours un compétiteur qui veut venir joindre la parade. Ça a été la même chose quand Red Bull est arrivé en Formule 1. On a vu Monsters suivre, qui est un compétiteur direct dans le marché des boissons énergisantes. Donc, c'est comme ça qu'on voit ça. On voit une compagnie arriver, que ce soit pour des montres. On a Tag Heuer chez Red Bull. Eh bien, on a Richard Miles qui va aller chez Ferrari. La même chose pour les lunettes de soleil. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand c'est pas les grandes pétrolières, c'est les compagnies informatiques. Après ça, c'est les compagnies qui sont dans le crédit, Mastercard, Visa. Ça, c'est bon pour la Formule 1. Ça attire plein de compagnies. Ça attire surtout des grands commanditaires qui, eux, font venir des clients, vendent des billets, veulent que leur voiture, que leur commandite soit vue. Donc, ces images-là sont retransmises dans leur publicité à eux, sont ajoutées à leur publication, à leurs moyens de marketing. Donc, tout ça, c'est toujours des bonnes nouvelles pour la Formule 1. Puis en plus, on est rendu habitué là, que les voitures soient épicées de commanditaires. Ça fait partie du jeu depuis de nombreuses années en F1. Donc, c'est pas ça vraiment qui nous dérange. L'autre grosse nouvelle, mais ça a retenu l'attention toute la journée d'hier, c'est que Adrian Newey quitterait Red Bull. Ça a retenu l'attention jusqu'au moment où Red Bull a décidé que c'était assez. Puis on a décidé de sortir un communiqué pour dire, écoutez, ça c'est faux. C'est pas vrai qu'il va quitter. Du moins, pas tout de suite, parce que il a un contrat avec nous jusqu'à la fin de la saison 2025, un contrat qu'il avait signé l'année dernière. Parce qu'on se retrouve là, si on se remet en perspective, là, au même moment
lors de la saison 2023. On a vécu une situation semblable où on avait plusieurs rumeurs qu'il allait quitter pour Mercedes. Finalement, c'était pas le cas. Il avait signé une prolongation de contrat. Mais cette prolongation de contrat-là, là, du moins la rumeur, ce qu'elle a eu de bon, c'est de nous donner les termes qu'on savait pas vraiment. Ben là, on l'a su. Red Bull a sorti le communiqué comme quoi que jusqu'à la fin 2025, il travaille chez Red Bull. Et puis on a aussi mentionné que pour l'instant, on n'a eu aucune information qui dit qu'il quitterait à la fin de ce contrat-là. Il n'y a jamais de fumée sans feu, certains vont dire que si tout le monde parle de ça, ben ça doit être vrai, mais je vous rappelle que cette année, il y a eu plusieurs nouvelles qui n'avaient pas de bon sens et que finalement ils sont avérées complètement fausses. On a eu Christian Horner qui allait supposément démissionner, c'est pas arrivé. On a eu Christian Horner qui allait supposément se faire foutre à la porte avant le Grand Prix d'Australie. À ce que je sache, il est toujours là. On a eu Helmut Marko qui supposément avait fait son dernier Grand Prix avec Red Bull au Grand Prix du Japon. Finalement, il est encore là. Du moins, il donne encore des entrevues pour Red Bull, fait que j'imagine qu'il doit travailler pour eux autres. Puis Helmut Marko, c'est pas le genre de gars qui, s'il se fait foutre à la porte, il va dire oh non, moi j'en parle pas à personne. C'est son problème. Même quand il est dans l'emploi de la Formule 1, il est pas capable de s'empêcher de dire des affaires. Fait que s'il s'était fait mettre dehors, là, je vous en passe un papier qu'on le saurait déjà depuis longtemps. Ensuite, à part de ça, ben, on a eu qu'Alpine était à vendre. Finalement, il y a eu un communiqué d'Alpine qui ont sorti puis on dit c'est pas vrai. La même chose quand on avait parlé, quand que certains grands médias avaient annoncé que Christian Horner allait perdre son emploi, ben Red Bull s'est empressé de sortir et dit ça c'est pas vrai. On a eu une rumeur que Carlos Sainz avait déjà signé un contrat Mercedes, qui allait supposément ça serait annoncé après la Chine. Pourtant, il négocie encore avec Red Bull, il y a une offre d'Audi sur la table, ça semble pas vrai du tout. Donc, toutes ces rumeurs-là là, qui sortent un peu de partout, c'est toujours dans les mêmes moments là, de la semaine. On arrive dans un week-end où il n'y a pas de Grand Prix, on cherche l'attention un peu, un média allemand sort ça, les autres le reprennent, ça se ramasse partout sur le web, puis là, finalement, il faut que quelqu'un intervienne pour dire, là, lâchez ça, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'était pas une vraie nouvelle. Du moins, pour l'instant, c'est ce qu'on sait. C'est ce que Red Bull a fait. On sortit de communiqué. On va les prendre sur parole, comme quoi que AJ Newey a bel et bien un contrat jusqu'à la fin 2025. Est-ce que ça peut toujours changer? Toutes les situations peuvent évoluer d'heure en heure, de jour en jour, de minute en minute. Mais au moment où je vous parle, Red Bull a démenti cette rumeur-là. Et c'est ce qui conclut notre bulletin express d'actualité. Maintenant, place à nos invités. C'est maintenant le temps dans l'épisode de recevoir nos collaborateurs de la semaine et on retourne avec notre équipe gagnante, celui qui aura bientôt un livre à nous présenter. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va super, merci. Et le pilote favori des Québécois, surtout après le week-end qu'on a eu avec Lance Stroll, Jean-Christophe Trahan, comment ça va? Ça va super bien, vous autres, là? Ouais, numéro un, Oui, numéro un. merci. Aujourd'hui, justement, je viens d'un peu glisser le sujet. Je pense que le dossier qui est incontournable, eh bien, c'est celui de Lance Stroll avec le week-end qu'il a connu. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est écrit beaucoup de choses suivant cette histoire-là. Normalement, quand un pilote fait une erreur en piste, ben ça arrive, c'est des choses qui arrivent, mais c'est surtout le comment on récupère ça après. Lance n'a pas nécessairement géré ça de la bonne façon. Et puis en plus, aussitôt que l'histoire commençait peut-être à s'estomper un petit peu, ben Aston Martin a décidé de renchérir en envoyant un communiqué puis en défendant ce qu'il avait fait en disant que la pénalité avait été probablement trop sévère. Pour toi, je commence avec notre pilote, Jean-Christophe. Toi, là, comment que tu as perçu ça, là, à mise à part quelqu'un qui a joué une partie de bowling à bord d'un Aston Martin, comment tu as vu ça de ton côté? Honnêtement, la pénalité était vraiment sans équivoque, mais il n'y a même pas l'ombre d'un doute que c'était absolument ce qu'il méritait, selon moi, sinon plus, parce il a coûté la course en plus à Ricardo, puis en plus, il se fait pas plus des faveurs en réagissant de cette manière-là, sans Ah, c'était sans lunatique, aucune là. nuance, Ouais. vraiment juste tout dans le cas de Ricardo, puis on a vu la réaction de Ricardo après, comment ça lui a plu. Il s'est tourné la langue dans la bouche avant de parler quand il était en entrevue. Ça l'est fait dire par les journalistes de Canal+. C'était très, très, très drôle. Mais Puis, puis en plus, il j'ai a pas failli. grand-chose à rajouter. J'ai l'impression que tout est dit. Tout le Ouais. monde est sur la même opinion. Il n'y a personne qui défend la chose, sauf Mike Crack, on dirait. Fait que Ouais. je sais pas trop. C'est vraiment drôle. Puis j'ai trouvé que ça a fait pire. Je comprends de prendre la défense de tes employés, la défense de tes pilotes. Tu sais, je salue ça de Mike Crack, mais je trouve que ça a été mal géré. Ça a fait pire parce que là, à la place de dire Lance a fait une erreur sur le coup de l'émotion, parce que moi, c'est ça que je déplore un peu. Sur l'adrénaline, on comprend tout. Personne ne pense qu'ils ont fait une erreur sur l'adrénaline. Mais là, une fois que tu as tout devant toi, tu as toutes les images, tu sais, puis tout ce qui rentre en ligne de compte, je comprends pas qu'on en arrive
elle a vraiment là, de choses. Puis en plus, là, il n'y a pas juste la course à Daniel Ricciardo, il y a aussi Piastri qui a été affecté par ça parce que c'est venu endommager les diffuseurs à l'arrière de sa voiture. Donc, ça aurait pu même être Ouais, plus ouais, ouais. catastrophique que ça, aller coûter des points au championnat. Ça y en a sûrement coûté, mais au moins, il a quand même limité les dégâts. Toi, Kevin, de l'autre côté, comment tu as perçu ça? Là? Je sais qu'on sait tout le tort revient à Lance Stroll, Mhm. mais la situation en général, là. Ben écoute, la situation que moi j'ai remarqué, c'est que Piastri l'a même dit en entrevue, il a dit tout le monde a vu ce qui s'est passé en avant lorsque ça a freiné, mais le seul qui est rentré dans quelqu'un, c'est Lance Stroll. Donc, quand un pilote de à peine un an d'expérience, ben, un petit peu plus d'un an d'expérience, vient dire ça à un pilote qui est là depuis 2017, je trouve que c'est quand même assez flagrant là, de ce qu'il en est. Puis Ouais. moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des pilotes qui ont eu besoin d'aide psychologique durant une saison. Tu sais, Nico Rosberg, il en a eu besoin dans sa lutte face à Hamilton. Perez, il en a eu besoin. Il y en a plusieurs qui en ont eu besoin. Stroll peut en avoir besoin, puis il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est que la F1, c'est pas un monde de bisounours. C'est un sport où les résultats priment. Puis depuis qu'il est en F1, Stroll, il y a eu des beaux flashs, ici, là, mais pas de constance sur l'ensemble d'une saison. Sauf que là, avec des performances puis des erreurs comme ça, puis avec une voiture qui peut jouer le top 10 à la régulière, moi, j'ai du mal avec ça. Quand je regarde des pilotes qui méritent une chance de se faire valoir, puis qui sont sur la touche après avoir gagné dans les formules de promotion, juste à penser à Felipe Drugovich là, chez Aston Oui, Martin, oui. moi, je trouve ça dommage qu'un baquet soit bloqué de cette façon-là. Si Aston veut jouer les titres, les victoires, les podiums à la régulière, ben, à un moment donné, tu ne peux pas te permettre d'avoir un pilote qui fait autant de contre-performances comme ça. Parce que son père a beau être actionnaire de l'écurie, il y a d'autres actionnaires chez Aston Martin aussi qui regardent ça et qui disent ça ne peut pas continuer comme ça si on veut gagner. En tout cas, ça, c'est mon avis, là. Non, puis Mais mais t'emmènes à un point. Moi, je trouve qu'il a l'air perdu, Lance. Puis ouais. je m'attendais à une grosse saison pour lui. C'est peut-être la première fois depuis sa première saison où il y a vraiment de la pression de vouloir, d'avoir à performer. Je pense qu'il est sous la loupe. Puis là, de ne pas nécessairement être dans les temps de Fernando Alonso, on peut comprendre ça. Mhm. Mais de faire une erreur de la sorte, parce que on remet la situation là, en perspective, là, il regarde Max Verstappen parce que c'est lui qui est en charge de faire la Ouais. relance. Sa Ouais. tête est complètement tournée vers la droite. Mais pourquoi tu fais Mais ça? oui. Ouais. Même si Max, il décolle, tu as au moins un 5 secondes de réaction avant que ça soit à ton tour parce Mhm. que tu es pris à l'épingle. Tu es pris comme à l'entrée du tunnel ici, là, à l'heure de pointe. Là. Fait que Exact. quand ben même que tu essaies de t'arracher le coup pour voir si le gars en avant va peser sur le gaz, il y a un gros délai avant que ça soit à ton tour. Là. Fait que Non, il faut exact. Peu que. importe ce qui arrive, C'est faut que ça. tu joues avec la voiture en avant et tes réactions. L'affaire qui est drôle, que j'ai remarqué en regardant le clip plusieurs fois, il y a une personne qui n'est pas vraiment collée par rapport au véhicule en avant. Devinez c'est qui? Fernando Alonso. C'est notre frère Renard Fernando Alonso. Ouais, Mhm. exactement. Donc, Ouais. ça serait paraîtrait un peu mal d'aller blâmer n'importe qui sauf Lance quand c'est que dans l'équipe qui a causé techniquement cet effet concertina là. Donc, Ouais, moi, Alonso a d'après moi, bloqué les ils roues. ont joué à on va tout Ouais. aller mettre, on va tout aller mettre dans le camp de l'autre personne, puis on va espérer que ça ne revienne pas, là. C'est ça, parce qu'Alonso a bloqué des roues. Là, ça nous amène un peu le sujet là, qui va par rapport à ça. Parce qu'on entend souvent les gens en profiter pour dire Lance n'a pas d'affaires en Formule 1. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous autres, je pense que vous avez déjà donné votre point. Kevin, est-ce qu'il n'y a pas d'affaires en Formule 1, Lance Stroll? Écoute, pour être en Formule 1, il faut un certain talent. C'est le minimum, il faut un talent. Euh, c'est sûr qu'au cours de son histoire, la F1, il y a eu des pilotes au potentiel, disons, limité, là, si je peux dire, parce que beaucoup apportaient beaucoup d'argent à une époque pour aider des écuries en difficulté là, au niveau financier. Puis d'autres étaient tout simplement par leur place. Juste Hum, Nicolas Latifi ou Nikita Mazepin, là, il y a peu de temps. Là. ouais. Puis écoute, je peux en nommer Alex Young, Sakon Yamamoto, Takino, il y en a plein. Il y en a plein des pilotes au fil du temps qui ont démontré qu'ils n'avaient pas leur place. En ce moment, le niveau est assez relevé en F1, mais il y a toujours quelques pilotes qui traînent la patte. Logan Sargent, Ouais, mais Lance ça, Stroll. ça Oui, je, vas-y. je vais en venir à là de ce sujet-là. Je voulais juste savoir ton point là-dessus, comme tu dis, que oui, Lance Stroll, pour toi, il y a Mhm. d'affaires en Formule 1. Puis moi, selon moi, ce que je pense, c'est que la Formule 1, si tu n'as pas d'affaires là, elle va te prendre, elle va te recracher. Puis pour l'instant, s'il Exactement. est à sa septième saison, il n'a pas été recraché encore, il est peut-être sur le bord de l'être, mais Oui, s'il n'y avait pas eu d'affaires là, j'y vais dans le même point que toi, ça serait déjà fait. Même chose c'est pour ça. Jean-Christophe, toi aussi, Mhm. tu comprends je t'ai déjà entendu, tu comprends le talent de Lance Stroll, là. Mhm. En Jean-Christophe? Je serais pas dans le groupe de personnes qui aiment lapider ou immoler Lance Stroll. Ouais. C'est sûr que j'aimerais le voir mieux performer. Il représente quand même notre pays, c'est quand même Mhm. notre maître à l'international. Cependant, à chaque fois, ça me brise le cœur quand j'ai pas le choix de juste être déçu par rapport à ses performances parce Ouais. que
moi, je regarde ça de l'extérieur comme aussi comme un pilote, puis je me dis, moi, je ferais tout, c'est pour avoir un paquet comme ça. Lui, il Mhm. est là, bien assis sur son pouf, là, il n'y a pas aucune urgence, il n'y a pas le feu sacré. Un petit peu ben, certainement ingrat. Il a l'attitude du jeune fils de riche ingrat. Mhm. Et ben, c'est plus ça que les gens n'aiment pas. S'il fait des performances, puis il avait l'air content de juste être là, puis avoir un des travails les plus exclusifs au monde, peut-être que là, ses contre-performances passeraient, la pilule passerait un peu mieux. Mais là, Ouais. on sent, il y a les deux qui viennent en même temps, puis moi, pour moi, ça passe pas. Mais ça revient un peu à ce qu'on dit souvent quand tu travailles pas pour avoir quelque chose. Puis je veux pas dire qu'il n'y a pas travaillé, mais dans le sens que quand tu as quelque chose un peu plus facilement que les autres, ben des fois, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Il y a énormément Ah, de c'est pilotes sûr. en Formule 1 aussi, même des très bons pilotes qui réalisent l'opportunité dans la F1 une fois qu'ils s'en vont de là. Kevin, je m'excuse, je sais que je t'ai coupé dans ce que tu Ah, veux pas de problème. développer. Je sais que, puis je veux revenir, c'est parce que tu vas comprendre où ce que je veux en venir avec ça. Je veux passer des noms que je vais vous nommer. J'ai Mhm. préparé là, les indésirables en Formule 1. Mhm. Là. Les gens qu'on entend Hum, souvent se faire dire il n'y a pas d'affaire là, il y a ça. Mhm. Puis là, je veux démêler avec vous autres. Au début, je vous nomme les noms. Vous répondez juste par oui ou non, OK? S'il y a OK. d'affaires là ou pas. Puis après Mhm. ça, ben, on va développer là-dessus. Fait que je commence avec est-ce qu'il y a encore affaire en Formule 1? Pas dire qu'il y avait pas d'affaires, mais est-ce qu'il y a encore affaire en Formule 1? Kevin Magnussen, non. À mon avis, non, son temps est fait. son temps est fait. Ensuite, Ouais. j'enchaîne avec Ouais. Guan Yu Zhou. Ouais, oui. Oui. Kevin, Oui, oui, je dirais oui, oui. Logan Sargent. Non. Non, Ça, c'est le unanimement. Catégorique. Puis, puis Lance Stroll, on vient de le faire un petit peu, Non. mais est-ce que maintenant, Mm, il y a encore à faire en F1? Non. Pas pour moi. non, moi, je pense que son temps est fait en Formule Fait que là, on va développer un peu là-dessus. Kevin Magnussen, c'est le premier que vous avez dit. Les deux, 1. vous Mm. avez été unanimes, vous avez dit non. Kevin Magnussen, là, cette année, il y a un point d'accumulé. La saison, il en a fait. La saison dernière, il en a fait trois. 3 points, là, c'est un point de plus que Liam Lawson, puis 2 points de plus que Logan Sargent. Puis, ouais, à peu près 1 point de plus, 3 points de plus que Nick DeVries. Fait que, Ouais. vous voulez renchérir là-dessus ou ça confirme pourquoi on est tous d'accord qu'il n'y a plus sa place en Formule 1? Ouais. Là, j'irais juste comparer avec son coéquipier. Ouais, c'est ça. Il a moins de rythme en course que son coéquipier, puis il est moins rapide en course que son coéquipier en qualif. Puis en Puis plus, il y les a Il y a, deux plus ont le même d'expérience genre chez Yaz. d'expérience. il y Ouais, a un puis gros Tu sais, déficit de qualification aussi avec Hülkenberg au tour rapide ouais, aussi, Kevin ouais. Magnussen. Oui, Puis en plus, exact, c'est ça. c'est Kevin Magnussen qui était chez Az avant Hülkenberg aussi. Fait ouais. que normalement, on dit, Exact. ça crée une expérience, ces choses-là. Il devrait avoir un petit avantage pour ça, puis ça semble pas être ça. Là, le deuxième, vous avez été unanime de le garder, puis c'est Guan Yu Zhou. Pourquoi tu le gardes, Jean-Christophe? Euh, Lui, c'en est un qui paye certainement son siège en F1. Il apporte des gros fonds à l'équipe team. Ben, pas assez pour qu'il change pas de nom, mais j'ai des team Kicksauber, blablabla. Mais c'est surtout, justement, malgré ce statut-là, un peu étant un pay driver, il est quand même très surprenant. On sait que Bottas, admettons, en qualif, il est très impressionnant. Mhm. On sait qu'il était probablement sur un tour plus vite qu'Hamilton à la rigueur. Et là, tu as un gars comme Guan Yu Zhou qui a beaucoup moins d'expérience que lui, qui peut même lui donner un petit peu une frousse des fois. Une fois ou deux, il était là en Q2 quand Bottas l'a manqué, peut-être pour une malchance, mais reste quand même que juste être dans le même code postal que Valtteri Bottas, pour moi, je trouve ça impressionnant, alors qu'il a moins d'expérience. Après ça, toi, Kevin, toi aussi, tu le gardes. Tu le gardes-tu pour les mêmes raisons que ça? Oui, je donnerais peut-être une occasion de se développer un petit peu plus. Puis aussi, c'est énormément au niveau marketing. C'est Mhm. hyper. Il apporte beaucoup de choses, Guan Yu Zhou, en Formule 1, plus que Logan Sargent en étant américain, parce que la Chine, c'est un gros marché pour la F1. Puis ça peut jouer beaucoup en considération. Puis c'est pas un pilote qui fait beaucoup d'erreurs en passant, Guan Yu Zhou. Il y en Exact. a fait C'est quelques-unes, vrai. mais c'est pas un pilote qui fait énormément d'erreurs, je trouve. Moi, je regarde ses stats. Il n'y a pas grand-chose là, à se mettre sous la dent. Non, Oui, il y a c'est la ça. voiture, là. Je comprends qu'il y a la voiture, mais des coups d'éclat ou quoi que ce soit, il n'y en a pas eu beaucoup. Mm, Je trouve que le mm, contraste lors du dernier week-end était fort. Pendant que nous, au Canada, on trouve constamment des raisons. Il y a des groupes qui se forment sur les réseaux sociaux de mettre notre pilote canadien dehors de la F1. Ben, eux, un gars qui arrive avec des résultats qui sont bien en dessous de ce que Lance Stroll a accompli en Formule 1, eh bien, les estrades étaient remplies. Ils l'ont acclamé comme un vrai héros.
Tout le monde était unanime et s'est rangé derrière Joe. On a vu vraiment le choc des deux Ouais. cultures, là. Mm. Puis je dis pas que c'est pas mérité pour Lance Stroll, que c'est sûr que il est rendu à sa septième, je me trompe-tu, septième, huitième, en tout cas pas loin de là. Mais c'est sûr que 2018, ouais, c'était la première 17, saison. Non, 2017. 2017, 2017, ouais. Ouais. c'est sûr que la patience à longue, ça s'use, là. Il Mm. a fait les erreurs, il a fait des beaux coups, tout ça, mais c'est juste que j'ai vu le contraste lors du dernier week-end, puis je me disais que c'est quelque chose, Mm. on verrait pas ça à Montréal, des estrades remplies, là, pour acclamer Lance Stroll, surtout pas avec ce qu'il a fait au dernier week-end. Mais oui, c'est statistique, c'est ça, c'est pas la grosse chose, mais vous lui laissez une autre saison. Présentement, là, Audi s'en va vers Nico Hülkenberg. Vous pensez vraiment que ça va être Guan Yu Zhou à côté de Nico Hülkenberg ou là, il faut qu'il se trouve un volant l'année prochaine, Joe, là? Moi, Vas-y, Jean. personnellement, je Ouais. le. Ah, Non, vas-y, Kevin, ouais. excuse-moi. OK. Moi, personnellement, s'il n'est pas chez Steak et après ça Audi, je le vois chez Alpine. Parce que si un des deux pilotes qui quitte, ça a été un ancien pilote du développement Renault Alpine. C'est Donc, vrai, moi, ben je oui. pourrais peut-être le voir là. Ça serait son alternative. Toi aussi, la même Peut-être. chose. Ouais, exact. Ben, j'avais comme, dans l'idée, il était avec ben, Team Renault, quand c'était Renault, Mhm. puis Mhm. c'était c'est ça, j'avais ça dans la tête, Kevin a mis le doigt direct dessus, ça serait effectivement un bon match pour lui. Ah, puis moi, je suis d'accord avec vous autres parce que ça amènerait de l'argent à Renault, puis je pense Mhm. qu'ils en prendraient pour aider à développer leur moteur. Ensuite, Ouais. on enchaîne avec Logan Sargent. Je pense que vous avez été unanimes les deux. On fera pas trop longtemps là-dessus, là. C'est ça. Logan On, Sargent qui a. on, on, on coulera pas beaucoup d'encre sur notre Logan continental. Mhm. Il est vraiment pas à la hauteur. Il a gagné une course en F2 qui était juste assez pour peut-être mériter ou enlever le doute que peut-être qu'il pouvait être en F1. Il est pas à la hauteur. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ouais. Il a terminé derrière Liam Lawson l'année passée au classement. Juste pour donner une idée, puis il a Exact. juste marqué un point de plus que Nick DeVries. Toi, Kevin, Non, c'est ça. Malheureusement, il n'est pas à sa place là. J'aurais dû faire une deuxième saison en Formule 2 avant de sauter chez Williams, parce qu'il en a mhm. fait seulement une. Et là, l'opportunité s'est présentée, mais on voit que malheureusement, ben, c'est ça. Sargent n'était pas à sa Ouais. place. Là, j'enchaîne Lance Stroll, on le fait, là. Tu sais, on sait que Mhm. Ouais. c'est comme tu dis, tu lui conseilles soit de consulter puis de retrouver la passion puis de focuser sur les bonnes choses. La même chose pour Jean-Christophe, peut-être dépassé. On a d'autres bons pilotes. On a Dragovic qui pourrait s'en venir en Formule 1, que justement Aston Martin est sur le bord de perdre là, parce que ça fait trop longtemps Mhm. qu'on l'a assis, là. Je pense qu'on l'a retourné en Formule 1 cette année, mais il a quand même passé un an à rien faire la saison dernière. Donc, Oui. Pilote de réserve, en guillemets, ce qui veut dire Mhm. ouais, tu fais les affaires plates que les deux gars veulent pas faire. ben, la seule affaire que tu espères, c'est qu'il y en a un qui fasse une appendicite ou Ouais, parce que exact. parce que là que la COVID est partie, il n'y a plus grand-chose qui peut faire qu'un pilote ne rentre pas dans sa voiture le matin. Là, fait que on ne souhaite pas d'accident, bien sûr. Ensuite de ça, ça m'amène à une conversation que ça a quand même fait couler de l'encre, là. Ça, moi, on a plusieurs opinions là-dessus. J'ai essayé de lire beaucoup pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. Il y a Lewis Hamilton qui a de la misère avec ses réglages. Puis à toutes les fois il perd en qualification contre George Russell, c'est rendu 4-1, si je ne m'abuse, là. Il mentionne, si on ne calcule pas la sprint, il mentionne que moi, je fais des tests pour les réglages. Mais ça, on entend ça depuis déjà 2022, que lui, il fait des Mhm. tests. Là, lors du dernier week-end, puis le week-end d'avant aussi, ça a été emmené aux oreilles de George Russell. George Russell, il a dit, je comprends pas d'où ça vient parce que on a les mêmes réglages, ou du moins, c'est pas mal pareil. Là, après ça, Mhm. il a changé un peu sa version le lendemain, dit que oui, il a fait une erreur. Puis Toto Wolff n'a pas voulu s'aventurer sur l'histoire des réglages. Il a voulu dire si Lewis Hamilton ne fait pas l'erreur à l'épingle, ben, il va passer en Q2. Il aurait passé en Q2. Là, il aurait passé, c'est ça, il ne serait pas fait éliminer, là. Donc, ça, c'est ce qui a été mentionné. Toi, Kevin, je sais qu'on n'est pas dans le secret des dieux, on n'est pas là dans ces conversations-là, mais tu vois quoi? C'est quoi ta perception de ça? Ben, je pense qu'après sa performance dans la qualif sprint et dans la course sprint, Lewis il a tenté un réglage différent dans les qualifications, peut-être parce qu'il sentait qu'il n'y avait rien à perdre vu la compétitivité de la Mercedes. Au final, il a raté son tour avec un freinage raté au bout de la ligne droite arrière, puis il a été éliminé. Il n'a jamais été capable de mettre ses pneus tendres en bonne température, puis il a connu beaucoup de sous-virages. Russell il a choisi des meilleurs réglages, il a tiré le maximum de ce qu'il pouvait avec la W15. Puis aussi, James Allison, le directeur technique, il a expliqué que changer les réglages après le sprint, c'est, je pourrais dire, une liberté qui peut coûter cher avec le nouveau règlement 2024 qu'on a avec les week-end sprint. Parce que la Mercedes, c'est une voiture délicate avec une fenêtre d'exploitation
très mince. Puis si les pilotes sortent de cette zone-là, ils sont à risque d'en subir les conséquences. C'est ce qui est arrivé à Lewis Hamilton. C'est pas la première fois qu'Hamilton tente des changements comme ça sur sa voiture, puis que ça se retourne contre lui depuis quelques saisons. Toi, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est Lewis Hamilton qui nous envoie au cinéma ou c'est vraiment ça, c'est les réglages qui font la différence? Moi, je pense qu'il nous envoie peut-être un peu plus au cinéma qui prétend. Ce que j'ai aimé, c'est le commentaire de notre cher ami Nico Rosberg je crois que c'est Oui. Sky Sports. Oui. Il a commenté exactement sur le sujet. Il a dit quelque chose à l'ordre de c'est vraiment son excuse préfète, favorite. Il le Mhm. faisait des fois quand il était avec moi, puis là, ben, il la ressort quand ça va pas bien. Puis là, quand ça va bien, tout d'un coup, c'est parce que les réglages ont gagné. Fait qu'il valide son petit mensonge blanc quand il y a des performances qui vont de son côté, comme à la course sprint. Et sinon, c'est juste une manière de un peu descendre ou diminuer, dans le fond, la, Discréditer la performance de George Russell de qui, son lui, côté. effectivement, surmérite avec des réglages très similaires. Je veux dire, ils ont les mêmes informations. Ils savent techniquement comment optimiser la voiture de la manière qu'elle est depuis le premier week-end de course. C'est pas comme si, ah ben moi, tout d'un coup, moi, je vais essayer, mais toi, t'as des barres très rigides dans la main, moi, je vais les mettre molles. Mais non, non, la voiture marche pas comme ça. Ouais. C'est juste des Puis, différentes philosophies. Il peut pas aller complètement à droite, divaguer, puis faire complètement qu'est-ce qu'il veut. Ils vont aller dans la même direction. Ils savent comment optimiser la voiture. À moins que les deux soient perdus, il peut pas aller dans une autre direction. C'est juste mon opinion. puis en plus, comme tu dis, tu amènes le point que ça discrédite le travail de son coéquipier, puis il se protège un peu en ayant l'air du bon coéquipier en même temps, du gars qui prend une balle pour l'équipe, de dire, ben Mais moi, je oui. fais les Le recherches. noble. Ouais, le Ben oui. cobaye. Puis moi, je la comprends pas, celle-là, parce que je trouve que c'est un couteau à double tranchant. Quand tu le fais une fois, je vous donne un exemple. Max Verstappen se fait battre en qualification par Sergio Perez, puis il nous sort cette excuse-là. J'aurais tendance à le croire parce que, plus souvent qu'autrement, Max Verstappen a le doigt pile sur les bons réglages et réussit à trouver la bonne façon. Lewis Hamilton, il nous sort ça depuis 2022. Alors, Mhm. ce que moi, je commence à me dire, c'est Lewis Hamilton, est-ce qu'il était capable de trouver des réglages d'une voiture? Est-ce que c'est au-dessus de tes professions de t'aventurer à faire ça? Parce que je comprends que la confiance est probablement brisée avec ses ingénieurs, puis il ne veut plus écouter ce que l'équipe il dit, il veut aller un peu de son côté. Sauf que plus souvent qu'autrement, il nous prouve que quand il va de son côté, il se trompe. Puis si George Russell, de son bord, travaille avec les ingénieurs, mais les résultats sont nettement supérieurs, surtout depuis Ben le début oui. de la saison. Donc, juste ça, ça devrait lui redonner confiance de dire, je me mêle de mes affaires et j'écoute les recommandations de l'équipe. Fait que c'est ce côté-là, moi, que je trouve que à toutes les fois qu'il nous sort ça, moi, pour moi, il gagne pas. C'est pas comme si je fais, ah ben oui, Louis, good job, tu travailles sur retrouver tes réglages. Non, dans le fond, tu nous Non, non. montres que tes connaissances en réglage, peut-être pour les faits seuls, peut-être que c'est ça qu'il n'a pas encore maîtrisé comme son équipe, mais ils sont déficientes parce que les résultats sont pas là. Euh, Non, c'est vraiment l'effet de l'épée de Damoclès là, que Hamilton a depuis 2022, là, depuis qu'il est coéquipé avec George Russell, elle se rapproche de plus en plus. Puis le move chez Ferrari a juste confirmé ça. C'est vraiment nouveau, pas plus syst- compliqué que ça. Exactement. Nouveau système de points, les gars, ça c'est l'autre sujet là, qui retient l'attention cette semaine. Et on parle du côté de la Formule 1. Il y avait une rencontre d'ailleurs aujourd'hui. On veut changer le système de pointage. On veut attribuer des points aux 12 voitures qui terminent en premier sur la grille. Kevin, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis un peu partagé parce que dans un sens, on voudrait que toutes les écuries marquent des points et que ça se décide au dernier Grand Prix de la saison pour le classement final au championnat des constructeurs. Parce qu'une place de gagner, ça vaut très cher. Sauf qu'en même temps, si on fait ça, je trouve qu'il y a, disons-le, un certain nivellement par le bas pour dire, parce qu'il y a des écuries qui risquent de ne pas avoir de points à la fin de la saison, puis ça peut être nuisible pour leur image et leur sponsor. Donc, si on augmente le nombre de places qui obtiennent des points, ça va les aider à mieux paraître, si je peux dire. Encore là, je ne suis pas contre l'idée, mais je ne suis pas à 100% pour, parce qu'aller chercher un point ou deux ou 10, disons-le, ça va au mérite. Parce qu'une écurie a tiré le maximum dans une épreuve ou a fait un meilleur travail de développement au cours de la saison. Tu es encore plus en désaccord avec ce que David Crafty de Sky Sports avançait, que lui, selon lui, toutes les voitures qui terminent devraient recevoir un point. Il y a un format comme ça, je pense, en IndyCar où énormément de voitures obtiennent des points, si je ne Ouais. me trompe pas, Il y a un là, je format crois. comme ça aussi aux Olympiades au coin de chez nous, là, Ouais. c'est des, quand c'est des compétitions, des intégrations au Ouais. sport, là, puis que tout le monde reçoit une médaille, un petit jus puis une barre tendre. Mm. Là. Ouais, c'est ça. OK. Oui.
Il y a ce format-là aussi. Ouais. Ben, dans un sport d'élite, moi, je trouve que je comprends. La seule raison pour que je penche de dire que peut-être que je serais prête à concéder l'histoire du 12 points. Là. Moi, je suis très conservateur, là, vous le savez, là, par mes Mm. approches et tout ça. L'histoire du 12 points, c'est je me dis, si ça nous donne un meilleur spectacle à la télévision puis des meilleures bagarres à l'arrière, quand des fois c'est un peu réglé à l'avant, pourquoi pas? Mais toi, C'est ça. Jean-Christophe, t'en penses quoi de ça? Admettons que tu es impliqué dans une course, est-ce que tu trouves ça le fun que tu termines 12e puis que tu reçois un point pareil? Non, non, vraiment pas. J'ai aimé ton commentaire avec les Olympiades. C'est vraiment le feeling que j'ai avec ça. S'il y a de quoi, avec le changement de régulation en 2026, moi, je vais aller, au lieu de niveler par là-bas ou niveler par le bas ou attaquer la question du mauvais angle, moi, j'irais complètement à l'inverse. Moi, je remettrais, là, comme les années 90, juste les 6 premiers ont des points. Ah. Puis, je mettrais les régulations encore plus difficiles et encore plus strictes. Comme ça, là, la marge d'erreur entre une équipe première et dernière est fine et on a des saisons avec des résultats très volatiles. Parce Ouais. que entre le premier et le 20e, on a, mettons, prenant pour acquis que les pilotes sont tous de niveau très similaire, mettons, on a 6 dixièmes de seconde, 7 dixièmes de seconde entre le meilleur et le pire temps. Ça serait vraiment, vraiment intéressant pour moi et c'est ce qui rendrait euh, encore plus un spectacle. Fait que là, les points, au lieu de se dévaluer en les répartissant sur une plus grande plage, là, il y a plus d'équipes qui scorent de points et les points valent encore plus. C'est encore plus prisé d'avoir des points au lieu que ce soit comme le 12e ou un autre Ouais, place la pers- aléatoire ou qui n'a aucun rapport pour dire avoir Mhm. des points. Ça, c'est mon Moi, avis. Moi, là, je vous relance ça d'une autre formule, d'une autre façon. Qu'est-ce qui est le plus important si on veut améliorer le spectacle en F1? Est-ce que c'est vraiment jouer avec le système de pointage ou c'est forcer tous les écuries à dépenser le montant, le fameux plafond budgétaire? On l'a mis en place justement pour resserrer le spectacle, qu'il y ait une compétition en piste. Puis là, pendant ce temps-là, on a des écuries qu'on entend la saison dernière qui en ont dépensé 115, qui en ont dépensé 96, qui en ont dépensé 120. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu penses? C'est-tu plus important de jouer dans les systèmes de pointage, dans la distribution des points, ou de travailler sur forcer les écuries à aller atteindre le plafond budgétaire? 100% avec le plafond, de travailler avec le plafond budgétaire. Ouais, 100%. c'est ça qui va nous donner le meilleur spectacle. Jean-Christophe, est-ce que tu vas dans le même sens que ça? Oui, entre autres. Entre autres, ça ferait attaquer ça par cet angle-là, certainement. Et en plus, avoir en 2026 des voitures encore plus rapprochées, presque des voitures, une série monotype. Ouais. Presque. Moi, je Assez suis pour garder l'attrait des manufacturiers et des motoristes, mais pas pour que ça soit vraiment comment dire, justement, les gros écarts de budget comme ça ne soient plus en compte, même avec un cap salarial. exactement parce que tous les écuries voulaient le cap, puis finalement, une fois qu'ils l'ont, ils ne le dépensent pas. C'est ça que C'est je ça, trouve ça fait ouais, aucun sens. c'est Finalement. ça qui fait aucun sens, surtout que les écuries qui ne le dépensent pas, c'est eux qui ont voté pour ça. En tout cas, fait que tout ça pour dire, moi, même si j'ai semblé un peu négatif à cette approche-là, je suis prêt à l'essayer, par exemple. Je suis prêt à dire, si ça nous donne un meilleur spectacle à l'arrière, ça ne me dérange pas de tenter l'expérience, sauf qu'il y a toujours le côté statistique qui me dérange un peu, que c'est sûr que ça a déjà été affecté avec les 24 courses et toutes ces choses-là, mais qu'on distribue plus de points, ben là, à un moment donné, on perd les comparatifs, même si Mm. comparer les époques, c'est toujours plus compliqué, puis ces choses-là. Ensuite, là, on parle du système de pointage. On va le savoir dans les prochaines semaines si ça va être modifié, puis tout ça. Si on va un peu là, sur le marché des pilotes autonomes, là, ce qui se passe là, présentement, là, qui se travaille, on a Helmut Marko qui nous mentionne que Sergio Perez veut un contrat de 3 saisons. Est-ce que c'est vrai ou faux que donner un contrat de 3 saisons à Sergio Perez ou même un contrat de 2 saisons, c'est dangereux? J'y vais avec toi, Kevin. Ça peut être dangereux, mais je te dirais que j'irais à minima jusqu'en 2026. À minima. Ouais. Tu ne rechanges pas avant la nouvelle réglementation. Non, exactement. Tu stabilises, puis tu Oui. perds-tu vraiment une opportunité d'aller chercher des bons pilotes parce que tous les pilotes vont signer, vont s'entendre pas mal, puis là, après ça, tu as Mm. une autre vague de pilotes autonomes avec George Russell notamment qui va finir son contrat chez Mercedes s'il ne re-signe pas avant ça, justement, juste avant la nouvelle réglementation. Fait que toi, pour Ouais, toi, ben, tu te laisses une chance de repiger un peu dans ça. ouais, c'est ça. Ben, tous les contrats se brisent, c'est sûr, avec compensation et tout. Là, ça, on le Ouais. sait, mais pour le moment, 2025, je l'espère là. Puis pour 2026, si ça ne va pas bien, après ça, puis on peut changer. Tu te laisses du temps pour évaluer Lawson aussi. C'est ça. J'y vais, parce que je sais que tu l'aimes, Lawson, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est dangereux, vrai ou faux, d'attribuer un contrat de plus d'une saison, admettons, à Sergio Perez?
C'est une très bonne question parce que si tu l'enlèves avant 2026, là, tu mets quelqu'un qui n'a pas eu l'expérience avec l'équipe, qui n'a pas développé des liens, non seulement avec une nouvelle équipe, mais avec des nouvelles réglementations. Vous allez me dire peut-être que ça n'aurait rien changé anyways, puis euh, tant qu'à changer d'équipe, on va changer aussi tant qu'à changer de réglementation, on change d'équipe aussi parce que les cartes vont être brassées. Mais j'aimerais mieux avoir quelqu'un d'expérience dans l'équipe s'il est capable de maintenir ses résultats. C'est sûr que un Sergio Perez, c'est un peu comme il performe en ce moment, évidemment, pas comme l'année passée, comme il performe en ce moment. Si on veut le garder, c'est vraiment le parfait acolyte à Max Verstappen pour l'aider, créer vraiment le buffer entre lui et le reste du peloton pour aller chercher d'autres championnats et des victoires. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment le plan parfait pour Red Bull. Évidemment, là, est-ce que 2026, ça va perdurer? Est-ce qu'ils vont complètement tomber en pleine face comme ils ont fait, comme Mercedes ont fait? L'histoire le dira, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui connaît l'environnement de l'équipe pour s'attaquer à des nouvelles réglementations. Ouais, toi, je comprends. Tu gagnes des championnats. Présentement, tu ne veux pas brasser le bateau. Tu dis, ça va bien, il s'est replacé, on prend de la stabilité, puis on verra en 2026. Je comprends ton approche, puis je vais un peu dans le même sens aussi que tant qu'ils vont montrer ses performances, la seule chose, c'est que j'aime le fait qu'on patiente parce qu'on va commencer à aller toucher les circuits où c'est plus compliqué pour lui. Les circuits à virage rapide, là, j'ai hâte de voir comment ça va être quoi l'écart entre lui et Max sur des circuits comme Silverstone et compagnie, voir c'est passé là normalement que le trou commence à se faire dans une saison et que l'opportunité pour les Ouais. autres écuries de rattraper se fait. Il y a Mais aussi Suzuka, il était très proche. Oui, Faut pas exactement. oublier. C'est ça Suzuka qui m'a était très proche. Fait surpris. que peut-être qu'à Silverstone, où il va être très proche aussi. J'ai Ouais. hâte de voir si est-ce qu'il y a juste sur cette piste-là régler ses démons de pistes rapides et de virages rapides ou c'était comme juste un genre d'addon. J'ai Ouais. hâte de voir aussi. Moi aussi, c'est ça, c'est ce côté-là. C'est pour ça que Red Bull, présentement, sont dans une situation où tu peux te permettre de patienter. Donc, je ferais la même chose. Mais oui, le long terme, si on regarde l'historique de Perez, à tous les fois qu'il y a eu un contrat qui était sur la fin d'un contrat, il a connu ses meilleurs moments. C'est ce qu'on voit encore, l'histoire se reproduit. C'est Je vrai. commence avec toi, Kevin. Vrai ou faux, une collision entre coéquipiers ne mérite pas de pénalité. C'est ça qu'on a vu en fin de semaine, encore une fois, là, puis ça arrive. C'est arrivé la saison dernière entre Hamilton et Russell, où une conduite qui pourrait normalement se valoir des reproches. Lorsque ça arrive en coéquipier, on ne gère pas ça la FIA, on pèle ça dans le cours des équipes. Est-ce que tu trouves ça Non, correct, toi? Vrai ou faux? non, Ou vrai ou vrai? non. C'est une collision, un pilote qui fait quelque chose, une manœuvre dangereuse qui peut provoquer un accident. Non, ou qui peut provoquer un contact et nuire à la course d'un autre. Non, ça mérite, pour moi, à titre personnel, ça mérite une pénalité ou une sanction du moins. Donc, peu importe que ce soit son coéquipier ou un rival, il doit avoir sanction là-dessus. Donc, injustice lors du week-end, à moins que je te laisse évaluer quand même la situation. Est-ce que Sainz méritait une pénalité sur Leclerc? Il aurait dû avoir sanction, à mon avis personnel. Oui, c'était serré. Avec Alonso, j'aurais peut-être pas dit, mais je trouve avec Leclerc, il a forcé la note. C'est ça. Puis là, on prend des points sur le permis de Mhm. Fernando Alonso, mais on n'en prend pas Mhm. sur celui de Sainz. On est très Exact. sévère, hein? Depuis la situation avec la FIA où le président de la FIA aurait intervenu dans un résultat d'une pénalité à Fernando Alonso, on dirait qu'on veut redorer l'image puis montrer que non, 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 on n'a pas de parti pris. Puis on est Mhm. très, très sévère avec Aston Martin. Puis quand je dis avec Aston Martin, là, c'est pas pour la pénalité de Lance Stroll, là. J'ai entendu Mike Crack essayer de mettre ça dans le même bateau, là. Mais surtout à l'égard de Fernando Alonso depuis le début de la saison, on a été très, très sévère. Toi, Jean-Christophe, ton coéquipier te rentre dedans. Est-ce qu'il ne mérite pas de pénalité puis t'aimes mieux que ça soit ton patron qui gère ça à l'interne? Oh, 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 non, non. Moi, j'aimerais ça que ça soit réglé aussi par le Le corps co- organisationnel, là. Je veux Ouais. dire, c'est pas parce que mon boss, ça va se régler correct. J'ai confiance en mon équipe. Oui, sure, mais on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Fait que Non, c'est ça. on n'est pas protégé de Dieu et de la FIA. C'est pas mal au même niveau là, pour eux. Fait que, non, non, moi, je trouve que ça mérite amplement de pénalité. Puis, revenir sur l'incident Sainz-Leclerc, là. Je pense que Sainz, il avait manqué sa sortie environ le couple de kilomètres. Là. Il était loin l'Apex. Là. Oh, Mhm. boy, quand il est rentré dans, Ouais. dans Ouais. notre, euh, dans notre petit Charlie à la sortie, là, il allait le porter bien loin. J'ai pas trouvé ça cool. Ça ressemblait beaucoup à du Mario Kart, là. Tu te
sers de la Ah, voiture. Tu te sers de la voiture à côté euh, de toi pour compléter ton virage, là. Ouais. Tu arrives Action trop vite. 500, un dimanche après-midi là, avec des enfants de 8 ans, c'est pas loin. Là. Ouais, c'est tout à Ça fait. manquait de finesse. Ça manquait Ok, de finesse. je Ouais. passe même pas sur ce que Magnussen a tenté de faire sur Tsunoda, là, parce que ça, c'est Ah, ça, c'était dégueu aussi. Là. ouais, ça, Ouais. c'est même pas du go-kart un vendredi après-midi, ça, c'est de l'auto-tamponneuse. Euh, Ouais, exact. il me reste deux questions, vrai ou faux. Il ne reste pas beaucoup de temps. On passe la première. Je commence avec toi, Jean-Christophe. Je sais que tu attends avec impatience cette question-là. Je sais déjà dans quel sens tu vas aller. Nico Hülkenberg, vrai ou faux, c'est la meilleure option pour Audi. Euh, est-ce que c'est la meilleure option pour Audi? Oui. Est-ce que Nico Hülkenberg, c'est sa meilleure option d'aller chez Audi? Non. Mais présentement, Donc, oui. Il n'y a pas d'offre oui. Bah, ailleurs. ben, Ouais, ouais. j'irais chez Aston Martin si je pouvais, que je m'appelle Ah, Nico Hülkenberg. Là. ouais. Ouais, C'est moi un aussi, ancien j'aimerais ça le réserve. voir Hein. là. Mais Mais ça, c'est présentement, juste moi. Ouais, ouais. c'est moi aussi, j'aimerais ça le voir là. Non, je comprends ce que En tu tout veux cas, il dire. donnerait une bonne run à Alonso là. Je comprends ce que tu veux. Dans ces offres disponibles, mais pour moi, Audi, je pense que de construire avec Nico Hülkenberg présentement, quand tu sais que pour C'est sûr. l'instant, Sainz, ça n'a pas l'air de se tenter pantoute, ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas, mais c'est clairement pas le premier choix d'aller chez Audi. Toi, Kevin, de ton côté, est-ce que tu trouves que présentement, Nico Hülkenberg, c'est la meilleure option pour Audi? Ça peut être une très bonne option pour Audi, pilote d'expérience, pilote allemand aussi, avec une écurie Mais allemande. oui. Donc, il y a point commun là-dessus. Il y a une autre écurie allemande qui serait peut-être à la recherche d'un autre pilote, Oui. Moi, je trouve, Mercedes, Mhm. moi, Ah je oui, trouve c'est que ça vrai, ben oui. serait c'est pour la pas même oublier. chose. Ah oui, Exact. Ouais, mais, bon, en tout cas, Nico Hülkenberg va faire son choix, mais c'est sûr que ça peut être attrayant pour Audi à construire un projet. Oui. Nico Hülkenberg, Gunther Steiner avait mentionné le nom de Hülkenberg, je sais, je le répète souvent, mais je trouve que je comprends pas qu'il y a juste lui qui nomme ça, puis ça ressort jamais, puis il n'y a pas un journaliste qui ramasse l'histoire et dit hey, c'est vrai que Hülkenberg serait bon à côté de Russell, mais en tout cas. Puis Mhm. même en ça, ça aiderait tout le scénario de Toto Wolff. Tant qu'à aller chercher un Valtteri Bottas pour 1 an ou 2 ans en attendant Antonelli, tu peux pas te commettre à long terme. Prends donc Hülkenberg 1 an. Il va y venir pour Ouais. 1 an. Même s'il va pas dire non, non, moi. Je cherche du long terme chez Haas. Il va la prendre ta saison chez Mercedes. Il va la faire sa place. Puis il va Mhm. prouver à d'autres écuries qu'il peut être là. Tu sais. Mais en tout cas, c'est pas nous autres qui décident. Lui, il s'en va dans son sens. Ma dernière question de la journée, on va y aller rapidement. Vrai ou faux, la Formule Sprint 2024 est une formule améliorée. Vas-y, Pour le Jean-Christophe. moment, Kevin, Euh, Kevin. bon, Ouais, vas-y. Kevin, ouais. OK. Pour le moment, ben, ça fait seulement une sprint là, qu'on a vue, mais pour le moment, avec ce qu'on a vu en Chine, oui, c'est correct. C'est Pour le correct, hein? moment. Le parc fermé, là, qui est plus fermé pendant un certain Mhm. temps, t'aimes ça? Ouais. Ben, on va dire le parc ouvert, mais, mais sinon, exact. écoute, de ce que j'ai vu en Chine, c'était bien. On va voir qu'est-ce qui va se passer à Miami, mais pour le moment, moi, j'ai rien à dire. Toi, Jean-Christophe? Rien à tomber à la renverse, mais agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé justement la fin de course. Ça, c'était très, très divertissant. Mhm. Est-ce que ça vaut la peine de changer complètement notre ordre de week-end qui est sacré, et blablabla, bla. Aussi, justement, quelque chose aussi bien, bien ancré qu'un parc fermé, que maintenant un parc à demi fermé ou je ne sais pas. Mhm. Bah, Il y a un trou je dans la suis clôture. pas encore Ouais, c'est ça. convaincu. Ouais, c'est ça, exact. Le cadenas a été laissé débarrer, Ouais. genre. Fait que, je suis pas encore complètement satisfait ou convaincu, mais c'est dans la bonne direction si jamais il va le rendre ça convaincant. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir avoir un échantillon plus grand. On s'en va à Miami. Puis c'est là qu'on va pouvoir savoir est-ce que le vrai problème des courses sprint, c'est seulement l'emplacement et non la formule en tant que telle. Mhm. Je pense qu'on a Mais oui. beau, on a beau faufiner tout comment ça peut fonctionner, puis toutes ces choses-là. Mais si on ne choisit pas les bons circuits pour avoir un bon spectacle, ça ne sera jamais réussi. On se réessaye avec Austin en fin de saison, ça va être un fiasco. Une place où ce que les pilotes doivent protéger les pneumatiques, c'est voué à l'échec. Miami, c'est un peu ce genre de situation-là. Puis ce qui me fait peur à Miami, c'est qu'il peut y avoir une neutralisation très rapide. Puis là, on se met à tourner sous une voiture de sécurité, puis on brûle les tours, puis on se Mhm. ramasse à avoir, à la place d'avoir une course de 100 kilomètres, on se ramasse à avoir une course de 6 tours et demi. Puis c'est ça, ça vient comme un pétard mouillé un peu. Ça, c'est ma peur pour Miami. C'est très négatif de ma part, mais excusez-moi. J'espère être surpris. J'espère qu'on va avoir un bon spectacle pareil. C'est ce qui complète pour aujourd'hui. Je tiens encore une fois à remercier Kevin pour ses bons commentaires. Kevin, on va se reparler très bientôt pour ton livre. J'ai déjà vu la Oui, couverture en avant-première et je peux dire aux gens qu'elle est très belle. Elle donne le goût merci. de lire Oui. le livre.
Ensuite, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? As-tu quelque chose à nous dire? Ben, pour vous dire que les copies s'en viennent. Donc, le progrès est là. Puis, dès que c'est prêt, on s'organise quelque chose là-dessus. Parfait. Puis si jamais, entre-temps, vous voulez rentrer en communication ou savoir quoi que ce soit, vous pouvez écrire ou faire un podcast. Ça va me faire plaisir de vous mettre sur une liste d'attente et de vous informer aussitôt que Kevin va me lancer le petit message de dire Martin, j'ai tout reçu ça. Ça va me faire plaisir de vous tenir au courant. Jean-Christophe, je te remercie. Tu as des projets aussi présentement en sim racing. Je vois ça sur tes réseaux sociaux. Y a-tu quelque chose que tu veux nous dire vite, vite, en 30 secondes, mettons? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, eh bien, je travaille un beau projet avec mon équipe de management. J'ai hâte de vous en parler. Cependant, jusqu'à temps que ça soit confirmé et fait et sur papier, je vais juste vous laisser dans le purgatoire. J'ai pas rien encore Ah, ben, il n'y a pas de de problème. Ça rien de fait un concret mois à que vous Kevin fait annoncer. ça. Ah, bon, parfait. Ben, je vais faire je vais prendre une page du livre de Kevin sans faire de mauvais jeu de mots. Puis, je vais vous garder en haleine jusqu'à temps que j'ai de quoi de concret vous annoncer, que ce soit hors de la piste, dans dans ma salle de simulateur ou sur la piste dans la vraie vie. Donc, sinon, bien hâte de vous en parler. Good. Bon, ben, merci beaucoup, les boys. Je vous souhaite une Ben oui, bonne merci à fin de toi. semaine. Puis, on se reparle là, après le week-end à Miami. On check ça attentivement pour savoir comment ça fonctionne, la nouvelle formule sprint. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de stable? C'est quelque chose qu'on peut garder? On va avoir un plus gros échantillon, puis on va pouvoir s'en reparler dans les prochains épisodes. Merci encore d'avoir été là. Salut bien, merci. Pareillement, merci beaucoup, les gars. À la prochaine. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la saison de Formule 1 a déjà débuté depuis un certain temps, mais ici, au Québec, sur nos différentes pistes à travers la région, eh bien, c'est en mai qu'on lance ça. Et tous ces événements-là ne pourraient pas avoir lieu sans la présence de bénévoles professionnels formés et certifiés par l'Association des signaleurs de la région du Québec. Et j'en ai un avec moi aujourd'hui pour nous parler de tout ça. C'est un passionné, c'est surtout quelqu'un de dévoué à la course automobile. Pascal Loyer-Durand, bienvenue au F1 Podcast. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci beaucoup. Hey, je suis content que tu prennes le temps un peu pour venir tout nous démêler ça. Je sais que souvent, on remarque la présence des signaleurs pendant un Grand Prix. On sait ce qu'ils font un peu. Ils agitent des drapeaux, ils viennent veiller à la sécurité des différents participants, puis toutes ces choses-là. Mais on va essayer de démêler ça, de rentrer ça, de faire comprendre aux gens que c'est beaucoup plus complexe que simplement agiter des drapeaux. Puis il y a aussi un élément plaisir avec ça, là. Pour les vrais passionnés, comment qu'on décide de s'impliquer là-dedans. Fait que je veux que tu débutes par nous expliquer, toi, c'est quoi qui t'a motivé justement à devenir un signaleur? Ben, dans le fond, moi, j'ai été dans mon coin à Borno, j'ai à Borno, il y a des courses sur glace qui se passaient l'hiver. Puis j'ai été flagman pendant, je te dirais, 4 ans avant je coursais. Puis il y a le photographe qui venait prendre les photos à Borno. C'est Bruno Doré qui est photographe pour le magazine Pole Position. Puis lui, ça faisait une couple de temps qu'il me disait, inscris-toi, tu vas aimer ça, c'est le fun, tu vas être bon. Puis je sais pas, je suis pas sûr. Puis une année, l'année passée, j'ai fait le move de m'inscrire, puis je le regrette vraiment pas. Ah, c'est ça. Fait que tu t'es lancé dans l'aventure, tu as décidé, comme ça part de toi, comme tu dis, tu es un passionné de course automobile, tu t'impliquais déjà là-dedans, il y a quelqu'un qui t'en parle, puis là, c'est quoi la procédure qu'il faut suivre? Parce que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, vous êtes des bénévoles professionnels, donc il y a une formation qui est rattachée à ça. C'est pas n'importe qui décide de dire, moi, je me présente là, je prends un drapeau, puis je vais aider, je vais veiller à la sécurité des participants dans une course, dans un Grand Prix. Donc, toi, c'est quoi la procédure que tu as eu à suivre, là? Est-ce que c'est bien compliqué pour les gens qui voudraient justement rejoindre l'aventure comme toi t'as fait? C'est pas compliqué du tout. Dans le fond, tout le monde peut s'inscrire. Il y a pas d'âge. Il y a un âge minimum, c'est 18 ans, mais il n'y a pas d'âge maximum. Autant les garçons que les femmes. Dans le fond, tu t'inscris, il y a une adresse Internet pour s'inscrire, tu envoies tes informations. Après ça, eux, ils te renvoient un email avec des formulaires à remplir. Un coup que tu as rempli les formulaires, il y a une formation qui, cette année, est le 11 mai à Saner, une formation obligatoire à faire. Puis, il t'explique les grosses lignes du rôle d'un signaleur. Puis, par la suite, un coup que tu as fait ta formation, c'est juste de prendre de l'expérience sur toutes les pistes qu'il y a au Québec. Même si la formation a déjà eu lieu, mettons le 11 mai, on peut s'inscrire pareil par après au courant de l'été et commencer comme ma femme elle l'a fait, puis faire la formation l'année suivante. Mais c'est obligé de faire la formation d'ici, mettons, la deuxième année au maximum. D'avoir, c'est ça, cette formation-là. Puis ça, tu viens de mentionner, je suis content que tu l'impliques. Tout le monde peut faire ça.
vous autres, c'est devenu une activité de couple avec toi et ta femme. Ça ne veut pas dire que vous passez nécessairement le week-end à la même position sur un circuit, mais au moins, vous voyagez ensemble, vous vivez ça de la même façon. Donc, c'est pas. Il y a autant de femmes. On a déjà eu une conversation, nous, là, hors d'onde. Tu m'as déjà dit aussi qu'il y a beaucoup de femmes, hein, qui font ça. Il y en a de plus en plus qui le font avec vous autres, là. Oui, il y a beaucoup de Ouais. femmes, même que la présidente de l'ASRQ, c'est une femme, Cynthia Coderre. C'est elle qui chapeaute, dans le fond, le SRQ, avec aussi parrainement avec Chantal Sylvain. Donc, c'est deux femmes, si on veut, qui sont à la tête de l'ASRQ, justement. Donc, il y a beaucoup de femmes. C'est surprenant. Mais pas que c'est surprenant, c'est encourageant et c'est plaisant de voir ça. Ouais, c'est ça. Puis que c'est vraiment, tu sais, n'importe qui peut faire ça. Pas parce que, justement, que tu es une femme, puis des fois, on a les préjugés que la course automobile, ben, c'est pas ouvert à ça. Mais non, vous pouvez aller faire, être signaleur, ou on dit-tu signaleuse, je le sais pas. Mais on va dire qu'ils peuvent être signaleuses. Puis On va là, dire signaleuse. signaleuse, c'est ça. Puis c'est à partir de 18 ans, en autant que tu suis la formation, que tu es intéressé, puis que tu es là pour les bonnes raisons, puis que tu prends aussi à cœur, parce qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ça. J'aimerais ça que tu les expliques. Tu as fait la formation. Qu'est-ce que ça implique un week-end de course? C'est quoi que tu peux être appelé à faire? Puis c'est quoi ta responsabilité que tu as en tant que signaleur? Ben, tu veux, en premier lieu, dans le fond, c'est sûr qu'il faut aimer la course. Ça, c'est la base. Puis, à fond, il n'y a pas vraiment de prérequis. C'est sûr qu'il faut avoir un bon travail d'équipe. Il faut travailler en équipe. Il faut avoir un bon sens de l'observation parce que ça se passe tellement vite sur un poste que tu n'as pas le temps de penser à analyser si c'est vraiment de l'observation rapide. Puis il faut te mettre dehors parce qu'il pleut, il fait 40, il fait soleil, tu es tout le temps dehors, là. Mhm. Tu n'as pas le choix d'aimer être dehors et de passer du bon temps dehors. Est-ce que tu mentionnerais que ça prend une certaine connaissance de la course automobile à la base pour être capable d'avoir un certain jugement sur ce que tu vas appeler, ou c'est quelque chose qui va être assez bien montré dans une formation, comment être capable de détecter les signes et ces choses-là? Je ne te mentirais pas qu'avoir une base, mettons, en connaissance de course, c'est sûr, ça aide beaucoup. Ma femme, elle adore la course, elle n'a jamais coursé, mais elle adore la course, elle connaît la course, elle a déjà été dans l'organisation des courses sur glace, fait que ça l'a déjà aidé. Si tu ne connais pas du tout la course, tu vas finir par l'apprendre avec le temps. Il y a tellement de monde qui sont prêts à vous aider quand tu embarques là-dedans, qui sont prêts à te donner des trucs. Je pense justement, mettons, à Sylvain Richard, qui a eu au-dessus de 700 sorties de course, ou Michel Dion, qui en a 850 sont là pour t'aider. Ils vont tout faire pour te mettre en sécurité puis te mettre à l'aise sur un circuit. Fait que je te dirais, tu n'es pas obligé. C'est sûr que ça aide. On ne se le mentira pas, là, mais Mhm. c'est pas parce que tu ne connais pas ça que tu n'as pas d'affaires là. Ça, c'est pas vrai. Puis là, nous autres ici, tu le sais, tu es un auditeur, on se connaît depuis un certain temps déjà. Tu es un passionné de Formule 1. Ici, c'est un podcast de F1. Comment Mhm. qu'on en arrive à faire un Grand Prix du Canada, là, mettons? Comment qu'on arrive là d'avoir la responsabilité d'être un signaleur, de travailler en collaboration avec la FIA puis toutes ces choses-là? J'imagine que c'est pas du jour au lendemain qu'on vous envoie là, dire OK, c'est beau, là, toi, tu es prêt à aller faire un signaleur, là, puis aller agiter un drapeau pour les Lewis Hamilton, les Max Verstappen de ce monde, là. Comment ça fonctionne? Non, ben, ça prend quand même. Notre travail est quand même très important pour le déroulement d'une course. Il y en a beaucoup qui me disent, mettons, tu fais juste brasser un drapeau, juste brasser une guinée. Si tout le monde peut le faire, ça prend vraiment c'est plus que ça. Dans le fond, pour participer à la F1, il faut que tu fasses une coupe de sortie avant. Tu ne peux pas dire je m'en viens, puis bang, je participe à la F1 si ça ne marche pas. Il faut que tu fasses tes sorties en karting. Euh, Après ça, mettons, tu as Mont-Tremblant, tu as Icar, tu as les Grands Prix de Trois-Rivières. Je te dirais que le karting, en gros, c'est vraiment là que tu vas apprendre énormément. Il y a tellement de choses à apprendre au karting. Un coup, tu as fait tes preuves, si on veut, que tu es sorti. Habituellement, la deuxième année, moindrement, tu fais tes sorties, tu es bien, tu vas aller au Grand Prix. Moi, j'ai été chanceux l'année passée. Après 3 sorties, ils ont vu que je me débrouillais très bien. Fait qu'ils m'ont déjà invité à faire le Grand Prix l'année passée, à ma première année, donc je suis pas mal content. Ouais, c'est ça. Puis encore là, comme tu dis, ton travail est évalué. Puis tu t'en vas pas tout seul, là. On s'entend, c'est pas comme il te donne un drapeau, il dit OK, tu prends le drapeau jaune, puis tu t'en vas à telle place, tu es tout seul. T'es avec, c'est un travail d'équipe, donc tu as d'autres personnes qui peuvent évaluer ton travail ou qui peuvent t'épauler si jamais tu es nouveau puis tu fais face à des nouvelles situations, là. C'est ce que je comprends, là. Oui, oui, mettons, la première sortie que j'ai faite l'année passée, la première avec eux, c'était à Saint-Hilaire. Fait ils te mettent avec quelqu'un d'expérience, ils t'évaluent. Après une coupe de sortie, ils vont te mettre toute seule. Donc, OK, un coup qu'ils voient que tu es bien toute seule, ça va bien. Après ça, au Grand Prix, tu n'es jamais seul sur un poste. T'es en moyenne de 6 à 10 personnes par poste. quand même, ouais.
Oui, Ouais. il y a beaucoup de tâches à faire sur un poste. Ça paraît pas, là, mais il y a- c'est pas juste le drapeau. Tout le monde associe ça au drapeau, mais il y a tellement plus que ça, là. C'est incroyable. Ben là, on en arrive là, justement, tu me lances sur le sujet. C'est sûr que là, on parle de comment tu arrives à faire un Grand Prix de Formule 1. Tu as suivi ta formation, tu as été dans divers événements à travers le Québec, comme tu as mentionné, là, que ce soit du karting, que c'est là que tu as vraiment fait tes classes, tout ça. Puis là, tu arrives à dire, ils disent, Pascal Loyer-Durand, on a confiance en toi, tu as fait tes classes, déjà, tu les as fait rapidement, mais tu nous as montré qu'il y a un sérieux, que tu es une personne responsable qui comprend le déroulement d'un Grand Prix, le déroulement d'une course. Donc, on te donne la promotion, là, puis on dit tu vas faire le Grand Prix du Canada. J'imagine que premièrement, tu devais être heureux là, d'arriver là. T'as pas été décisif. On se le cachera pas qu'en s'inscrivant là, notre but ultime, c'est justement d'aller au Grand Prix parce que c'est Ouais. le Grand Prix, c'est tellement prestigieux, tellement de gros événement que tu veux aller là. C'est sûr que tu es tellement excité et content qu'ils te disent que tu peux y aller que justement, je te dis, pendant une semaine de temps, j'étais euphorique dans la maison. C'est ça, c'est la récompense. Là. Tu sais, écoute, Oh oui. tu m'en parles, puis je suis capable je suis capable de comprendre le sentiment que tu avais. Là. Puis j'imagine en plus, l'idée que tu t'es fait, puis ce que tu pensais, ben, quand tu arrives là, c'est encore plus formidable que tu devais avoir comme idée de dire hey, Ah, c'est tu te quelque dis, chose. ah, c'est le fun, on va avoir des Formule 1 de proche. Tu sais, peut-être qu'on va être des pilotes, peut-être si. Ouais. C'est 10 fois mieux que ce que tu peux imaginer. C'est vraiment, puis c'est pas juste la journée du dimanche. Tu sais, ça commence au jeudi matin jusqu'au dimanche soir. Ouais. C'est une grosse fin de semaine. Là. Mais là, tu reçois ta récompense, OK? Ils disent, c'est beau, tu vas faire le Grand Prix. Mais comment ça fonctionne, un Grand Prix? C'est quoi tes tâches? Là, tu sais, là, je te garoche plein de questions, mais c'est parce que je m'imagine que les auditeurs là, qui nous écoutent présentement, on sait tout à peu près, OK, le jaune, le bleu, le rouge, mais qui décide ça? Comment ça marche? Tu arrives le matin, comment ça fonctionne? Tu sais, mets-nous un peu en perspective, là. Ou raconte-nous un peu comment ta journée est arrivée, là, tu sais, pour que vraiment les gens puissent comprendre c'est quoi que vous travaillez en arrière-scène. C'est sûr, nous, on regarde ça à la maison ou même les gens sur place, on vous voit. On a des chances, des fois, on vous Mhm. croise, mais vraiment savoir c'est quoi vos responsabilités puis c'est quoi que vous avez à faire pendant un week-end de course de Formule 1 à Montréal, au circuit Gilles Villeneuve. Comment ça fonctionne? Explique-nous ça. Parce que premièrement, le jeudi matin, il faut aller aux accréditations. Si je ne me trompe pas, c'est du lundi ou vendredi matin pour aller t'accréditer. T'accréditer, dans le fond, c'est aller chercher tes passes, ton tabac, le dossard, tous tes papiers, ta casquette, avoir ton accès, dans le fond. Fait que Ouais. là, tu vas là le matin. Nous autres, on était là à 8 heures, on était à trois nouveaux qui ont pu y aller. Fait que, dans le fond, il y avait Yves qui descendait chez moi. Après ça, on allait chercher Alexis. Après ça, on se rendait au site. Un coup, tu as ton accréditation. Le jeudi, il y a des essais Pacecar qu'on appelle l'auto de médical et l'auto de sécurité. Elle a fait, je pense, c'est 1 heure de tour. Elle se promène, elle essaye la piste, elle voit la piste. Fait que nous autres, on a eu la chance d'aller faire ça. Ils t'amènent sur ton poste en autobus. Puis là, cette journée-là, je te dirais, tu fais juste observer, c'est plus t'acclimater. Ouais, comme la voiture de sécurité, tu es là en reconnaissance. Exactement. Je te dirais pour les premiers, les nouveaux, là, même cette année, je vais le faire aussi avec ma femme. C'est le fun parce que c'est pas stressant. Ben, c'est stressant, oui, puis non. Il n'y a pas beaucoup de monde le jeudi. Mhm. C'est vraiment en observation. Là, ils t'amènent vraiment tout seul sur un poste, mais tu n'as rien à faire. Tu fais juste. À la radio, ils vont te dire mets le jaune, tu mets le jaune. C'est vraiment plus pour t'acclimater. Le gros, ça commence vraiment vendredi matin. Vendredi matin, tu arrives, il y a le meeting le matin qui est à 6 heures, je ne me trompe pas. À 6 heures, tu arrives, ils te font le meeting. Un coup qu'ils font le meeting, tu sais tes postes beaucoup à l'avance. Mettons à peu près 2, 3 semaines à l'avance. Ils font ton meeting, après ça, ils t'embarquent dans l'autobus, ils vont vous porter à vos postes. Un coup que tu es à ton poste, là, le chef de poste, il va tout expliquer, mettons, à Montréal, cette année, on a la série Porsche, mais l'année passée, on avait la 1600, on avait la Ferry Challenge, puis la F1. Ouais. Donc, sur un poste, tu as un gars qui fait le drapeau jaune, tu as un gars qui fait le drapeau bleu, tu as un gars qui s'occupe des lumières, tu as un gars qui fait des communications, que lui, il est en contact direct avec la tour. OK. De plusieurs gars par poste qui sont en inter. Ça, de l'inter, c'est si une voiture, mettons, comme qu'on a vu en fin de semaine avec Bottas, qui tombe pris, les pilotes les pilotes restent pris en piste où il y a un accident, où il y a des débris quelconques. C'est des gars d'inter qui vont sur la piste avec l'autorisation de la tour d'aller sur la piste, soit ramasser des débris, aller chercher la voiture. S'il y a un feu dans une voiture, c'est nous autres les premiers arrivés avec les instincteurs. Peu importe si nous les premiers arrivés, mais il faut tout le temps avoir l'autorisation de la tour pour y aller. Oui, fait que ça, c'est ton équipe d'intervention qui appelle. Fait que s'ils Ouais, disent au début c'est d'un ça. week-end, au début d'une journée, ils disent Pascal, toi, tu es en intervention, donc ça veut dire que tu n'as pas de drapeau en main. Toi, tu es juste en t'attends
de voir si jamais il y a une voiture qui s'immobilise, ben là, tu attends ton message de ton chef d'équipe ou si c'est toi qui vas recevoir la communication ou c'est quelqu'un qui va te le dire. C'est Comment la ça. personne qui a les coms sur la tête. Dans OK. le fond, elle parle avec la. Dans le fond, La tour. mettons, on met une situation. Mettons qu'il y a un Ouais. accident au poste 2. Mhm. L'auto est dans le mur. Fait que là, d'un, le gars qui a le jaune agite le jaune parce qu'il y a un accident. Le gars qui a les lumières pèse sur le bouton jaune pour allumer la lumière jaune. Après ça, la personne qui a les coms appelle la tour. Dans le fond, on dit ça fonctionne comme poste 2 sous jaune agité. Après, la tour répond. Tu dis, mettons, j'ai la voiture 2-2 immobilisée côté droit de la piste. Le pilote semble correct. Et après ça, la tour dit l'autosécurité, c'est elle qui dit oui ou non. Un coup que l'autosécurité est là et tout, la tour va dire au com, OK, vous pouvez aller en piste ou non, ou attendez, ou peu importe. Un coup qu'on a le go, là, on peut aller en piste, aller chercher la voiture. OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que comme tu dis, le vendredi matin, c'est le temps pour vous de tout faire ce rodage-là, de dire, aussitôt que Logan Sargent prend la piste, c'est là que vous commencez. C'est C'est là que plate, vous. mais oui. C'est ça, ouais. Mais c'est là que vous Ben commencez oui. à dire, OK, là, c'est pour de vrai, ça commence, on se réveille, ça se peut qu'il arrive quelque chose. Fait que là, après ça, ben, là, vous êtes appelé, comme tu dis. Puis les drapeaux bleus, qui décide? Là, tu dis, admettons, là, j'ai mis la mise en situation que tu rentres et ils disent, Pascal, tu es aux interventions. Mais admettons qu'une journée, ils disent, Pascal, tu es au drapeau bleu. Comment ça fonctionne, le drapeau bleu? C'est pas quelqu'un qui t'appelle pour dire, agite le bleu. C'est toi qui décides comment le brasser, hein. C'est comme ça? C'est toi qui décides. Moi, je te dirais, ma place préférée, c'est le bleu. Parce que le bleu, c'est la communication directe avec un pilote. Tu le vois les yeux du pilote te regarder. Quand Ah tu es ouais. assez proche de la piste, il te voit, tu le vois, il te voit ton bleu. Fait que là, il faut que tu décides si tu fais soit un bleu fixe, un bleu agité, un petit bleu, un gros bleu. C'est tellement le fun, le drapeau bleu. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Là. Écoute, Pascal, je t'arrête juste un petit instant parce que je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute qui dit, c'est quoi ça veut dire le drapeau bleu? Le fond, le drapeau bleu, c'est qu'il y a une voiture, pas qui prend un tour, ça peut être, mettons, les essais. Dans les essais, il n'y a pas personne qui sont en tour. C'est qu'il y a une auto qui s'en vient, qui est plus vite que toi à l'arrière, qui va soit te dépasser ou que dans le prochain secteur, il va te dépasser. Si le prochain secteur est pour te dépasser, c'est un drapeau fixe. Si elle est après te dépasser, c'est bleu agité. Exactement. Fait que ça, c'est toujours pour mentionner que quelqu'un est plus rapide à l'arrière de toi. Ouais. Donc, de céder le passage de façon, on s'entend, là, c'est toujours de façon sécuritaire. Là. C'est pas que tu mets Ouais. les freins, puis ça, c'est Ah toujours de non, non. laisser ça. Donc, en qualification, en essai libre, on peut les voir souvent, Ouais. même si c'est la responsabilité de l'ingénieur du pilote de communiquer avec lui en tout temps, ben, les signaleurs en piste ont aussi cette responsabilité-là, d'être des yeux pour les pilotes, puis de lui mentionner, écoute, il y a quelque chose qui est derrière toi, quelque chose qui s'en vient. euh, Cède ta place. Fait que toi, comme tu dis, ça vous laisse une liberté, là, parce que là, Oui. c'est pas quelqu'un qui dit vas-y, c'est à toi de gérer ça, de dire hey, moi, je vais l'aider le pilote à rester en sécurité. Puis en même temps, j'aide aussi le pilote qui est en train de faire un tour rapide, qui est en train de faire un programme. Vous savez, là, les auditeurs qui nous écoutent sont habitués, là, les programmes du vendredi, c'est primordial, là, et ça commence déjà dans ces journées-là. Ils ont des programmes à remplir pour savoir comment la voiture se comporte, remplir les données, toutes ces choses-là. Donc, d'avoir quelqu'un qui vient gêner notre travail quand on décide de faire un tour lancé, bien ça peut tout retarder une journée, puis des fois, ça peut tout venir bousculer un Grand Prix. Donc, même pendant les essais libres, vous avez des responsabilités très importantes, ça, d'aider tout le monde là, à cohabiter ensemble sur le circuit, là. Oui, c'est vraiment primordial. C'est ça. Puis là, fait que là, dans le fond, là, on a réglé le jaune. On a réglé le jaune, comme tu dis, c'est aussitôt que tu vois l'impact, ben ça, tu juges que C'est ça, faut que tu tu mets ajoutes le jaune. le jaune. Le bleu, ben c'est toi, là, comme tu dis. Puis il y a une façon, là, j'ai aimé comment tu as emmené ça. Il y a une façon aussi d'agiter le bleu. Tu as une façon de communiquer, même chose pour le jaune, Oui. de communiquer avec le pilote que le danger est prêt, le danger est grand, le danger est, tu sais, tout ça. Il y a une façon de faire ça, là. C'est pas juste je sors mon drapeau et je le laisse branler au vent, là. C'est toi qui décides de communiquer à l'aide de ce drapeau-là. C'est ton moyen de communication. Puis le rouge, qui sort le rouge? Comment ça marche, ça? Le rouge, c'est un mot qui est interdit à dire justement sur les communications. OK. Faut pas que tu dises jamais le mot rouge. C'est soit tu dis la voiture couleur Ferrari ou tu dis écarlate ou peu importe. Faut jamais dire le mot rouge. Ah, c'est C'est la important, je première savais pas. affaire. OK. Parce que si, mettons, je dis n'importe quoi, le poste 2 dit rouge sur les ondes, ça me prendrait un rouge ou peu importe. Puis le poste 5 a juste entendu rouge, il va sortir le rouge tout de suite. Mais il va être Wow. comme le seul à sortir le rouge. Fait que faut jamais dire le mot rouge. C'est la taux qui dit. Mettons qu'il y a une auto à l'envers sur ma piste. On prend l'exemple à George Russell. Russell? Ouais, exactement. Ouais, en Australie.
Exactement. Fait que le OK. gars, en communication, on va dire que c'est le poste 8, là, peu importe, là. Il dit poste 8, sous drapeau jaune agité, j'ai une voiture qui est à l'envers, ou j'ai un flip. Là, après ça, tu libères les ondes tout de suite. Là, la tour va vous dire rouge, rouge. Là, tout le monde sur les rouges. Mais tu dis jamais j'ai besoin d'un rouge, j'ai une auto à l'envers. Il faut jamais dire ça. Non, parce que ça peut porter à confusion sur les ondes, je Exactement. comprends. Parce que là, de démêler, surtout qu'un drapeau rouge, on s'entend que le temps de réaction, c'est ce qui est le plus important. Il y a une Oui, vie qui peut être en jeu. Donc, si jamais il y a un faux rouge ou il y a juste une hésitation, fait que tout le monde sait que quand tu entends rouge, il n'y a pas d'hésitation, tu sors ton drapeau. Fait tu que, sors le rouge tout de suite. c'est ça, tu Exactement. ne reposes pas. Ah, t'as-tu dit rouge? Non, non, c'est Non, non, rouge. non. C'est ça. Puis, je vous le dis, c'est arrivé, pas à la fin, mais c'est arrivé en karting, là. Ouais. Quand le rouge est demandé, tu sais que le rouge est demandé. Mhm. C'est très clair. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, je trouve ça le fun parce que même des plus grands passionnés de F1, là, je suis sûr qu'ils écoutent ça puis ils font ah, j'avais pas vu ça comme ça. Puis tantôt, tu as touché un point, tu as dit Bottas en fin de semaine. Mhm. J'ai eu tu sais, je parle beaucoup avec les gens sur le F1 podcast, sur la page Facebook. On a des conversations avec le monde. Le monde nous écrit sur Messenger. Il y en a qui se sont demandé qu'est-ce qui est arrivé là. Est-ce que, toi, selon toi, là, je sais que tu n'as pas toutes les données, tu n'étais pas là, mais tu l'as vu à la télévision. Est-ce que c'est une faute des signaleurs? Comment ça que ça a été compliqué comme ça? Puis qu'au début, on a géré ça en jaune, puis après ça, ça a tourné en voiture de sécurité virtuelle. Tu sais, on dirait qu'il y a pas grand, il y avait bien du monde autour de la voiture, puis il n'y a pas grand monde qui avait l'air de savoir quoi faire avec. C'est dur à expliquer. Euh, oui, je trouve qu'il y a eu un manque. D'après moi, la personne de communication a peut-être émis des mauvaises informations ou a mal expliqué la situation parce que l'auto avait l'air engagée en vitesse et était prêt à la mettre au neutre. Ce que je trouve bizarre parce qu'il est supposé avoir une place pour être capable de mettre la voiture au neutre en tout temps. J'imagine que soit que ça n'a pas été fait ou que ça ne fonctionnait pas. Après ça, l'histoire de la voiture de sécurité, virtuelle ou pas virtuelle, c'est que tu ne peux pas vraiment envoyer du monde en piste comme ça avec une voiture virtuelle parce que les voitures peuvent être étendues partout sur la piste, comme Ouais, qu'on j'ai a trouvé vu. ça dangereux. Moi On aussi, voyait j'aime les autos pas. passer. On Ouais, voyait les autos passer, là, surtout dans ce virage-là, puis les autres qui étaient tout autour de l'auto de dos. En plus, exactement, c'est ça que je m'allais dire. C'est de dos ouais, le dos face à la piste. Il n'y avait rien. Parce que c'est une des choses qui nous apprennent en premier au cours, c'est si tu allais en piste, tu mets tout le temps la voiture entre toi et la piste. Tu ne vas jamais entre la piste et la voiture. Je ne sais pas là, si il tu me était là, là. comprends, là. Ouais. Là, il était complètement de dos à la piste. Fait que s'il y a une auto qui l'aurait échappé, sur le coup de l'action, tu n'as pas le temps de le voir, ça se passe vite. Moi, je trouvais ça très dangereux. Ouais, c'est ça. Moi, je le regardais à la télévision, puis je trouvais ça, mais tu sais, j'ai pas la formation. Et moi, c'était juste mon gros bon sens qui disait, il me semble que j'aimerais pas être dans la situation où ce qui se trouve Je trouvais présentement. ça bizarre un peu. Mais tu sais, Ouais, je c'est n'étais ça. pas là, fait que peut-être qu'il y a des choses que je ne suis pas au courant, que j'aurais fait, ah ben oui, on aurait sûrement fait pareil, mais je trouve ça bizarre un peu. Puis là, tu sais, là, on a passé les drapeaux. Il y en a plusieurs autres drapeaux, là. Tu sais, il y a jaune, bleu, toutes choses, mais aussi il y a les drapeaux noirs aussi, s'il y a des pénalités, tu sais, il y a des Mhm. conduites dangereuses ou ces choses-là. Est-ce qu'elles sont présentées au pilote? Est-ce que c'est toi qui présente un noir ou ça, Non, ça, c'est les donné drapeaux par noirs, le. ça doit être reçu sur le volant ou par la radio ou par le départ. Le Donc, il y a départ, c'est vraiment la les grille du départ. jaune, bleu. Ouais. Là, je vais le dire, là, mais on n'est pas en communication radio rouge. Mais Ouais. ça. Donc, ces trois drapeaux-là, c'est votre responsabilité. Il y en Puis a là, plus, par exemple. il y en a plus, OK, vas-y. Oui. Il y a le jaune à bande rouge qui est les débris, Le les drapeau liquides en pizza qu'il y en a qui piste. appellent le picoté, là. Ouais, c'est Non, ça. ouais, ouais, c'est Ben, ça, c'est ouais. des lignes jaunes et rouges. OK, Celui-là, il n'est jamais agité parce qu'on peut penser que c'est un rouge agité. Là, c'est un débris en piste ou un liquide ou quoi que ce soit en piste. OK. Il y a le drapeau blanc. Ça, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, mais il y a un drapeau blanc tout le tour de la piste. Fait que quand vous voyez un drapeau blanc, c'est pas que c'est le dernier tour. C'est qu'il y a une voiture lente dans le secteur. Ouais, on le voit de temps en temps, ça, ouais. Ça, c'est plate à dire, mais quand Sargent est en piste aussi. Ouais. Ouais, là, j'ai ouvert la porte, hein, fait que Ouais. c'est ça, ouais. Ouais, quand C'est ça, ça a il y a ces Jenny. drapeaux-là. Mais des fois, ça peut arriver aussi, comme tu dis, quelqu'un il a un problème, c'est pas encore un jaune, mais on n'a pas encore étudié vraiment ce qui se passe. Ça peut être un blanc, tu sais, ça peut, Le c'est jaune, c'est ça. vraiment quand l'auto est immobilisée. Si l'auto, elle Ex- roule, mais même si elle roule, elle n'a pas de tortue, mais elle roule si c'est blanc. C'est blanc. OK, bon, ben parfait. Tu veux, déjà, on démêle ces choses-là. Puis là, si on te replace en intervention, OK? Mhm. Là, il y a eu un impact. On va prendre Logan Sargent parce qu'on est parti avec ça. Puis on ne souhaite pas de malheur, là, rien. Non, Mais non, non, non. Logan Sargent a frappé sur le mur à Montréal, où ce que moi, je suis assis proche, là, mettons, l'Estrade 31. Là. Puis Mhm. là, je vois qu'il va se passer quelque chose. Il y a une intervention, il s'en va en piste. Comment tu fais, toi? À première vue, tu as dit, ah, je le vois, il a l'air correct. Mais quand tu arrives, vous avez quelque chose là, pour vous dire s'il se passe de quoi, s'il faut que tu emmènes le médical puis tout ça. Vous avez un indicatif pour ça, là.
Ouais, si je me rappelle bien, la lumière est blanche ou verte. C'est sur le museau de la voiture. Si elle clignote, si je ne me trompe pas, là, ça se peut, je m'induis en erreur, mais si je ne me trompe pas, la lumière est blanche ou verte quand elle clignote, il y a eu tellement de G que ça prend la voiture médicale. Mais ça, c'est tout relié Oui, parce que avec les tableaux de la FIA, de la tour. Ça, c'est pas nous autres qui gérons ça. exactement, parce que la manière que ça fonctionne, les pilotes, ils ont des écouteurs qu'ils mettent dans leurs oreilles. Puis Mhm. ça, c'est pour, bien sûr, bloquer le son, avoir une communication avec leurs ingénieurs, mais ça vient aussi mesurer un niveau d'impact. C'est capable d'évaluer les forces G. Donc, c'est ça qui va venir activer, là, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur de leurs oreilles, là, les écouteurs, c'est ça qui va venir activer s'ils ont besoin d'un auto médical. Mais toi aussi, tu sers, dans le fond, de deuxième avis. Si tu vois que ça clignote, mais là, tu Ouais. peux, ou toi aussi dire qu'il se passe quelque chose. Tu sais, on s'entend que quand tu arrives proche, tu es capable de voir si la personne est correcte ou pas. Mais ça donne déjà un indicatif encore plus de dire que même s'il se sent correct, parce que ça peut arriver, hein, quelqu'un peut dire Mhm. je suis correct, mais toi, tu le vois avec la force de l'impact que non, ça prend quand même l'auto médical parce Ouais. que c'est pas parce que quelqu'un est correct sur l'adrénaline qu'il va nécessairement l'être là, 30 secondes, 40 secondes, une minute après. Là. Non, Ça peut. exactement. Exactement. Fait que là, c'est super intéressant. Moi, j'aime ça. Je pourrais te parler de ça pendant des heures, mais on a un temps limité. Hein. Puis, je veux savoir, là, tu as vécu ça, tu as eu les meilleurs billets d'un week-end de course, parce que c'est là les meilleurs billets, là, même s'il y en a qui Oui. payent très cher. Je suis déçu de vous annoncer ça, mais les meilleurs billets, c'est les gens qui sont signaleurs qui les ont. C'est les autres, les vrais VIP du week-end, même s'ils n'ont pas de vin et de champagne. Mais Non. je veux savoir, as-tu une anecdote à nous conter? C'est quoi qui t'a. Tu sais, mettons là, que t'as impressionné le plus, là, que tu dis, waouh, ça c'est quelque chose, tu sais. J'en aurais 8 par jour, si tu veux. C'est fou. Je te dirais, celle qui m'a marqué vraiment le plus de la fin de semaine, c'est banal. C'est vraiment banal comme anecdote, mais c'est ce qui m'a vraiment marqué. J'étais à la courbe numéro 4 le vendredi en essai libre, en intervention en Formule 1. Fait que là, j'étais au bout, il y a un run-off, si on veut. C'est comme Une zone de dégagement, oui. une zone de dégagement où on peut pousser des voitures. Fait que là, il y avait logiquement rien entre moi et la piste, mais c'était sécuritaire, il n'y a pas de danger. On voyait les voitures. Là, ça faisait deux, trois tours qu'on voyait. Il y avait Tsunoda, puis il y en avait un autre en arrière, je ne me trompe pas, c'était Hamilton. Ça faisait deux, trois tours qu'on voyait qui se rapprochait, qui se rapprochait. Puis là, à un moment donné, juste comme ça, Tsunoda, il s'est complètement tassé contre le mur. Il a mis les freins, ça a pris, je te dirais, peut-être 3 secondes, il était arrêté. Là, moi, je suis là, qu'est-ce que je fais? Mon chef de poste, il dit, attends, tu vas voir. Hamilton a passé à côté de lui comme une balle. Après ça, lui, il a remis ça dans le fond, puis il a redécollé. Je Oh, te dis, je wow. fais qu'en parler, j'ai des frissons, là. J'ai été tellement impressionné comment que ça l'a freiné sec, le bruit, l'odeur. Puis quand il est reparti, là, ça a pris peut-être, je te dirais, 5 secondes, mais ça m'a paru comme 1 heure. C'était incroyable. Ah, c'est ça. Puis c'est là qu'on voit, hein. On parle souvent de Formule 1, vitesse, accélération, Oui. mais moi aussi, c'est une chose qui m'impressionne à tous les fois que je me dirige vers un circuit, puis qu'ils viennent en piste pour la première fois, c'est le freinage. À quel Ah, point c'est c'est. incroyable. Comme tu dis, je suis content que tu amènes ce point-là parce que c'est le son mécanique que ça fait Oui, quand la oui. voiture s'immobilise, puis que tu as l'impression que c'est impossible qu'elle va arrêter, puis tout d'un coup, tu n'as même pas le temps de finir ta réflexion là-dessus que l'auto est arrêtée. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis de l'avoir vu, là, tu sais, nous autres, on a ça dans les estrades, on est capable de voir, mais de l'avoir à côté de toi, là, comme tu dis, tu as C'est plus l'impression qu'il va venir proche, c'est toucher. vraiment à côté de toi. Ouais. Tu as vu, le dimanche, j'étais à l'épingle pour la course. Quand il y a eu le premier tour, quand ils sont tous arrivés à l'épingle en même temps, là, moi, j'étais sur le jaune. Fait que quand tu es sur le jaune, j'étais sur le. Ouais, j'étais sur le jaune. Je les voyais s'en venir. Là, je me dis, ça freinera pas, ça freinera, ça n'a pas d'allure. Ça a tout freiné, ça a tout passé. J'en revenais pas. Je suis voyons. Ah, C'est c'est vraiment incroyable, ça. impressionnant. Puis là, tu ouvres la porte en plus, tu te dis, tu vis le week-end de course, tu fais tes classes. Là, tu as aimé ça. Qu'est-ce que ça peut t'ouvrir comme porte? Parce que il y a des gens là qui. Il y a des trucs à ça, là. Une fois que tu es signaleur, ça a une valeur, ça. Puis ça a une valeur pour des places ailleurs dans le monde. Parce que moi, j'ai entendu que la réputation du Québec, c'est qu'on forme des très bons signaleurs, puis on a des gens très professionnels. Donc, tu peux être Ouais. appelé à aller ailleurs avec ça. C'est par base volontaire parce qu'il faut dire que c'est complètement bénévole. C'est pas payé. On peut un peu comparer ça comme le golf, mettons. Si quelqu'un aime aller jouer au golf, il va se lever le matin, il va aller jouer au golf, il va payer, il va prendre, il va se rendre. Nous, on n'aime pas le golf, mais on aime la course. Fait que c'est un peu pareil. Fait Mhm. que les gars, mettons, j'en ai comme une couple qui s'en vont à Miami, justement, dans 2 semaines, aller signaler là-bas. J'en connais qui sont allés à Monaco, j'en connais qui sont allés au Le Mans, qui sont allés au Texas. Fait que tu peux aller à peu près n'importe où dans le monde. Si tu fais tes classes, après 50 sorties officielles, le monde, dans le fond, tu peux aller te promener dans le monde. Là,
t'es appelé, puis là, dans le fond, tu te bookes un voyage parce que ton voyagement, c'est toi qui décides d'aller là en Ouais, bénévole, tu arranges quelque chose, puis tu te dis, je vais rendre l'utile à l'agréable, moi, je vais faire 2 jours de. Je vais vivre un Grand Prix à Miami, mettons, ou même Vegas. Là. ben Vegas, oui. tu peux vivre un Grand Prix à Vegas. Puis, tu peux aller à Monza, comme tu dis, Monaco, toutes ces choses-là. Fait que quelqu'un qui est vraiment passionné, qui dirait, moi, mais ça te donne un billet d'entrée. C'est ce que tu sauves, Ouais. mais le reste, tout ce qui est entour de ça, là, la nourriture. Parce que sur place, là, même au circuit Villeneuve, vous n'avez aucun repas fourni, il n'y a pas de souper de bénévole, rien de ça? Non, non, ça, les repas sont inclus. On a le dîner qui est OK. inclus, qui vient nous les porter directement euh, au poste. Il y a un petit camion qui passe et nous donne nos lunch. Puis le soir, à la tente des bénévoles, il y a un souper. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça, c'est inclus. Sauf que si on prend l'exemple, mettons, des deux amis que je connais qui s'en vont à Miami dans 2 semaines, eux autres, dans le fond, il faut qu'ils payent le billet, il faut qu'ils payent tout le déplacement, mais c'est un peu comme comparer ça à la Cuba. Il y en a qui me restent à la Cuba sur le bord de la plage, mais il y en a d'autres, ça va être aller signaler à Miami. Ouais. C'est d'autres choses. Non, je comprends. Pour pour des personnes qui aiment aller à Cuba, puis juste faire Cuba, ils comprennent pas pantoute de quoi qu'on parle. Exactement. Mais, Oh, ouais. mais Oh, ouais. pour les gens qui aiment la Formule 1, puis c'est ça qu'on a au F1 Podcast, mais là, eux autres, ils comprennent exactement dans quelle situation. Puis je suis sûr qu'ils sont déjà en train de regarder comment on peut devenir un signaleur au Québec. Écoute, je t'invite là, parce que le temps, on en a pas beaucoup de temps. Ça commence déjà à tirer à sa fin. Puis j'aimerais ça qu'on rappelle aux gens c'est quoi la procédure, là. Comment qu'on le site Internet, qu'est-ce qui est le mieux? C'est un numéro de téléphone si on veut C'est s'inscrire? une adresse email, dans le fond, qui est OK? recrutement.asrq@commercial.asrq.com. Ça, je vais te le donner, tu vas pouvoir le mettre sur Internet. Oui, exactement. Vous pouvez Écris m'envoyer un message aussi, n'importe qui a des questions reliées à ça, là. Vous m'envoyez un message sur la F1 Podcast, ça va me faire plaisir, là. Je vais vous répondre assez vite avec tout ce que vous avez besoin de savoir. t'écris à cette adresse-là, t'écris comme OK? quoi tu aimerais ça devenir signaleur, tu as entendu parler de ça. Les autres, ils vont te renvoyer des formulaires que tu remplis, puis c'est pas plus compliqué que ça. Ah, ben c'est parfait. Fait que là, ça, toi, c'est Pascal Loyer-Durand, t'es signaleur là-bas, puis la personne qui s'occupe de tout ça, c'est Cynthia Coder, que tu me Ouais, dis. ouais, Elle, c'est la présidente là, de toutes ouais, ces la affaires-là. présidente Donc, de la SRQ. ben, ça, puis c'est pour ça que vous avez une belle équipe, elle fait un bon travail, puis Ah, vous êtes bien traités, puis toutes ces c'est ma choses-là. première année l'année passée, puis la gang est tellement le fun. Il y en a justement qui vont venir à mon mariage cet été. C'est rendu des amis. C'est vraiment familial. Après toutes les journées de course partout au Québec, on va souper ensemble, on va coucher dans les mêmes hôtels. C'est vraiment le fun. Puis là, je m'en voudrais, je sais que c'est un podcast de Formule 1, puis on a jasé de la F1, mais tu me l'as dit, là, personnellement, dans notre conversation qu'on a eue avant, le karting, Trois-Rivières, tous les autres événements pour toi, là, c'est Mhm. aussi le fun. Le karting, c'est incroyable. Ça brasse tellement. Il y a tellement d'actions. Quand tu mets 40 karts en piste, c'est pas des karts de location. Ça n'a rien à voir avec ça. Mhm. L'année passée, j'ai eu des gars comme Tagliani qui est venu courser. J'ai des gars, il y a un gars justement que je pense qui est Lucas Delonchamp. D'après moi, il va aller loin de ce petit gars-là. C'est incroyable à voir aller. Quand tu mets 40 cartes ensemble, là, il y a tout le temps quoi faire. Ça bouge, ça bouge. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est fou, raide. C'est tellement le fun. Il y a des belles courses. Au Québec, on a vraiment des belles pistes de course. Tremblant aussi, c'est vraiment beau. Fait que pour toi, c'est ça. C'est que ça. Fait que dans le fond, là, on le dit, là, la récompense, c'est la Formule 1, mais tout l'été au complet, tu as du plaisir à ça. Là. Ah C'est oui. pas. La Formule 1, c'est comme la cerise sur le Sunday, mais le Mhm. Sunday reste qui est le fun pareil. Là. Ouais, ouais, je Donc, comprends. si t'aimes ça, c'est une passion. L'esprit familial, puis tout ça, ce qui se développe autour de ça, ben Ouais. c'est cool. C'est ça, les gens, c'est ça qui est le fun de la course automobile. C'est comme quand on vit l'événement, même dans les estrades, on rencontre, on se fait plein d'amis, on se crée des contacts, on reste en. Moi, je connais des gens des États-Unis maintenant à cause de ça, je connais des gens au Mexique, je connais des gens. Juste ça à cause de des présences. Fait que je peux comprendre que vous en tant que signaleur, ben, vous créez, c'est sûr, vous créez des liens de famille et toutes ces choses-là. Euh, En terminant, je sais que tu as un autre projet à côté de ça, là, on le sait, là, les gens, on t'écoute depuis le début, on sait que tu es un passionné et tout ça. Puis toi, tu es un amateur, un professionnel, on peut dire même, de course de simulation. Dans ce temps-là, là, quand que je parle à Pascal Loyer-Durand de simulation, c'est-tu vrai qu'il faut que je m'adresse à toi en étant la loutre? C'est pas ça le nom Oui, que. la loutre, FSR, la loutre. FSR, la loutre. C'est ça. Ben, FSR, là, on a tous les podcasts, on parle de vous parce que vous êtes un commanditaire. Vous avez le logo du F1 Podcast sur vos voitures. La simulation, là, c'est quelque chose qui grandit énormément. Max Verstappen, champion du monde de Formule 1, est un passionné de courses de simulation. Quand il n'est pas assis dans sa Formule 1, ben, il se dépêche d'aller jouer avec ses amis sur Internet. Toi, ça fait plusieurs années que tu as ça. Tu as une écurie qui s'appelle la Team FSR. Puis là, vous allez lancer une ligue, une nouvelle ligue pour les amateurs de sim racing au Québec. Ouais, c'est dans le fond la GTRLQ.
Le nouveau, la plateforme, c'est Gran Turismo sur PlayStation. Il y a 56 spots de disponibles. Puis ça commence à la fin de l'été. Les inscriptions commencent début juin. Début juin. Puis là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des coûts reliés à ça? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça marche pour C'est s'inscrire? 20 les coûts d'inscription, ce qui fait qu'ils payent le site Internet, qu'ils payent les trophées, qu'ils payent les diffusions, parce que les courses sont diffusées avec des commentateurs. C'est ça. Moi, j'écoute ça. Puis, regarde, je suis honnête, là. Moi, je connaissais rien à la sim racing, à part avoir écouté par curiosité les 24 heures du Mans que Verstappen a participé il y a quelques saisons. Finalement, ça avait buggé, puis tout avait tombé. Puis là, c'est toi qui m'as approché. On a eu des conversations dessus. Tu as dit, écoute, on pourrait mettre ton logo de F1 Podcast, on pourrait parler de Team FSR. Puis là, j'ai trouvé, puis tu sais, on a trouvé, t'es un bon gars, on a la même passion, on partage la même passion. Fait qu'on a décidé de faire ça ensemble, de travailler en collaboration. Puis j'ai regardé vos courses, puis moi, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Parce que après, je dirais après 30 secondes, tu oublies que c'est pas vrai. Là. Ben, que c'est vrai, là, plutôt, là, parce que tu as des très, très gros. Tu as C'est des un gens jeu, qui dans sont. le fond. Ouais. Oui, tu as des gens qui sont extrêmement talentueux, là. Surtout dans ton Oh, équipe, ouais. là, des Matthew Bauer, des François Goulet, Vincent Vigiard. Là, je m'aventure dans une mauvaise place parce que j'en nomme puis je vais en oublier. Là. Ouais, c'est ça. Mathieu Dion aussi, c'est un gars qui a énormément de talent aussi. Tu sais, il y en a plein. Puis là, soyez pas fâchés, j'ai oublié de vous nommer. Je pense Steve Morin. Y a-t-il un Steve Morin? En tout cas, Ouais. il y en a une couple, là, puis ben oui, puis toi là-dedans. Tu sais, mais j'ai vraiment découvert à quel point que il y avait. Écoute, ces gars-là auraient pu faire des carrières dans la course automobile, c'est juste que ça n'a pas à donner. Des fois, c'est les montants et ces choses-là. Fait que là, je suis en train de m'étirer. Je veux que tu nommes ton site Internet pour que les gens puissent te suivre. Sinon, vous m'envoyez un message sur Facebook, ça va me faire plaisir de vous le partager. Puis, le nom de la ligue, là, comment ça va s'appeler? Dans le fond, la page de l'équipe, c'est FSR Team. La page Facebook de la Ligue, c'est la GTRLQ. Puis le site Internet, c'est gtracinglinkquebec.com. gtracinglinkquebec.com. C'est du Gran Turismo. Ça se passe sur PlayStation. Si vous avez Ouais. besoin de plus d'informations, vous nous écrivez, nous, au F1 Podcast. Je m'en charge là, de vous rediriger vers les bonnes personnes pour que vous soyez bien épaulés là-dedans. Puis, la chaîne YouTube, est-ce qu'elle est déjà créée pour écouter les courses, Pas les encore, événements? on commence justement, on vient de faire le site Internet, il n'y a même pas un mois, on est au début de la Ligue. Parfait. Ben moi, de toute façon, j'écoute ça sur YouTube, fait que je vais en reparler pendant les podcasts là, qui vont suivre. On va donner des nouvelles quand est-ce que tout ça va être lancé. C'est super intéressant. Il y a des bons commentateurs. Puis c'est vraiment comme écouter un Grand Prix à la télévision parce que il y a une description, il y a des analyses, il y a des entrevues après. C'est vraiment, là, comme je vous dis, là, laissez-vous 30 secondes, là, essayez l'aventure, puis vous allez oublier que vous n'êtes pas en train de regarder un Grand Prix à la télévision. Vous allez vraiment penser que vous voyez, c'est un vrai événement avec des beaux dépassements, des beaux coups de volant, surtout de la belle compétition. Puis c'est propre, hein. Il y a pas, tu sais, des fois, on a tendance, les jeux vidéo, ça se rentre dedans, mais c'est pas vraiment le cas, là. Non, Les parce qu'il y gars. a vraiment des juges, des juges après les courses, s'il y a des pénalités à donner, il y a des pénalités en points qui sont données, fait que c'est pas du monde qui s'amuse à se rentrer dedans. C'est Non, non, vraiment. c'est super encadré, puis ça donne un très, très beau produit. Ça donne des très belles courses. Puis il y a des vrais circuits aussi. Ça, je trouve ça Oui. intéressant. Des fois, il y en a que c'est fictif, mais j'ai eu la chance de voir Spa, Suzuka. Tu sais, j'ai eu la chance de Mhm. voir des. Puis ça, c'est le fun parce que des fois, ça tombe les mêmes fins de semaine que la F1 là-dessus. Fait que c'est intéressant. Moi, je trouve ça super plaisant de vous regarder jouer là-dessus. J'ai dit jouer, là, mais c'est. Je s'entends Oh, que bah, c'est pour le plaisir, là, mais, oh, mais c'est très professionnel comment c'est fait. oh, ouais. Bon, ben Pascal, je te remercie d'avoir donné du temps au F1 Podcast. Puis on va se donner un rendez-vous, là. On se fait la promesse qu'on se refait ça après le Grand Prix de Montréal, puis que tu viens nous raconter un peu comment ça s'est déroulé. Il n'y a pas de trouble. Good. Fait que j'invite les gens à vous abonner, à aller sur le site autant de la FSR pour encourager Pascal et son équipe, mais aussi d'aller aider les signaleurs du Québec, aller participer à ces événements-là, continuer de garder notre belle réputation à Montréal, comme quoi on a des gens qui sont qualifiés, qui font un bon travail. Fait que je vous invite avec ça. J'espère que ça vous a donné le coup. Puis Pascal, ben, on se donne rendez-vous après le Grand Prix de Montréal. Merci encore d'avoir été avec nous autres. Merci à toi. Là. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 26 avril. Je vous invite à nous suivre sur Spotify en appuyant sur suivre, en cliquant sur la cloche afin de recevoir des notifications lors de la publication des nouveaux épisodes, à nous lire sur Facebook et bien sûr nous suivre pour ne rien manquer et ajouter des mentions j'aime à nos publications puisque c'est ce qui nous aide à continuer de faire grandir cette communauté. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Merci de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.